on fait pas n'importe quoi avec nos boîtes, on fait pas n'importe quoi avec ces sociétés parce qu'on peut vite se faire rattraper. La holding, c'est une philosophie. Pour des clients qui ont besoin de sortir tout l'argent de leur structure entrepreneuriale, la holding, elle sert à rien. La holding, elle a une utilité pour réinvestir de l'argent en évitant une fiscalité personnelle. Moi, dans ma vision du monde, la holding, elle ne sert pas à sortir de l'argent. Le LMNP, pour moi, reste intéressant. Par contre, avant, il était intéressant dans beaucoup de cas. Là, il est intéressant dans certains cas. Donc, il faut être plus clair sur sa stratégie et sur ce qu'on veut faire sur le long terme. Créer une holding ne sert à rien dans la majorité des projets immobiliers. Vrai. La SCI à l'IS est aujourd'hui surutilisée et souvent mal comprise. Faux. Optimiser la fiscalité trop tôt est l'une des plus grosses erreurs des investisseurs. Vrai. Créer une SCI quand on est seul, avec une holding au-dessus, n'a souvent aucun sens. Tout à fait. Vrai. Le LMNP est devenu dangereux fiscalement pour ceux qui n'ont aucune vision long terme. Ah, c'est vrai. Le cash flow est survalorisé par rapport à la solidité patrimoniale. Vrai. Beaucoup d'investisseurs confondent optimisation fiscale et création de patrimoine. Vrai. Beaucoup de montages fiscaux vendus aujourd'hui existent surtout pour rémunérer ceux qui les vendent. Vrai. On peut très bien payer plus d'impôts et s'enrichir davantage. Toujours vrai. Une mauvaise structuration peut ruiner un bon investissement immobilier. Ouais. La plupart des investisseurs seraient plus riches aujourd'hui s'ils avaient fait moins d'optimisation fiscale. C'est mon opinion. Ouais. Créer une structure juridique ne compensera jamais un mauvais investissement immobilier. Ouais. L'expertise comptable, la comptabilité, un vaste sujet. Souvent, ça fait mal de payer un expert comptable. Donc, j'ai décidé sur la chaîne de recevoir notre expert comptable partenaire pour connaître la valeur ajoutée d'un expert comptable, puisqu'on en parlait en off, il y a les possibilités d'avoir des services en ligne. Quelle est la différence avec un vrai expert comptable? À quoi s'attendre quand on a un vrai expert comptable? Quel service doit nous fournir un expert comptable? Et également, c'est quoi la vie, le quotidien d'un expert comptable? Est-ce que quand on est expert comptable, on est entrepreneur? On va aborder tout ça avec Michael. Bienvenue sur la chaîne. Michael, tu es depuis maintenant 1 an et demi, je pense, le partenaire de Focus & You. Et je suis ravi de te recevoir. On n'avait pas encore réussi à ajuster nos agendas pour ça. Du coup, là, on va passer un long moment ensemble. J'ai toute une liste de questions à te poser et tu m'as garanti réponse sans tabou. 100%. Et du coup, voilà, on va aborder tout ça. Tu es multi-entrepreneur. Quand je suis allé sur Papers, et je vous encourage, quand vous cherchez des informations sur une société, by the way, vous avez un site qui s'appelle Papers, qui est gratuit, qui vous permet par exemple de récupérer les statuts d'une société et de voir quelques informations. Ça peut être très pertinent quand vous faites une recherche, par exemple, sur un entrepreneur pour des travaux, et de voir si la société est potentiellement radiée ou autre. Hein, c'est arrivé à ma maman d'avoir un devis sur une société radiée. C'est pas marrant quand tout est cassé et que l'artisan abandonne. Il a plus de structure. Michael, je te laisse te présenter. Alors, moi, c'est Michael Yarinos, du coup. Merci, Damien, pour ton invitation. Alors moi, je suis effectivement un multi-entrepreneur. Alors, je vais faire une petite présentation historique quand même. J'ai fait école de commerce, ce qui me donne un petit statut particulier chez les experts comptables parce que la majorité ont plutôt DCG, DSCG, donc un parcours technique. Moi, j'ai plutôt un parcours commercial. J'ai fait école de commerce à Neoma. Ensuite, j'ai fait une dizaine d'années sur Paris où je me suis régalé à bosser dans des structures soit petite taille, soit très grande taille. Et après, je suis revenu sur Strasbourg, dans mon Alsace natale, où j'ai commencé à développer des business, comme tu l'as dit tout à l'heure, dont mon cabinet d'expertise comptable et pas mal d'autres structures autour au fur et à mesure des années avec des associés un peu partout en France. J'ai des associés à Bordeaux, à Cap-Breton, à Nantes, à Tours. Donc j'ai pu grandir aussi en m'associant et en développant des nouveaux business grâce à ça. Mais surtout et principalement, aujourd'hui, je gère le cabinet à Coneo, où on a aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs. On a grandi ex nihilo, on grandit avec des petites étapes gentilles chaque année. Et on continue de faire ça pendant encore quelques années, je pense. Excellent. Et ce que j'aime à dire, c'est que donc, moi, je conseille des personnes, enfin, j'accompagne des personnes sur les différentes thématiques, donc l'expertise comptable, le juridique, etc. Mais je ne fais pas de la profession déguisée d'avocat ou d'expert comptable. J'interviens plus comme un chef d'orchestre et j'aime avoir sur ma chaîne des personnes qui sont au quotidien dans les
j'allais dire les soucis, alors ça serait négatif, mais en tout cas dans l'accompagnement et les montages. Et on va en parler peut-être des montages. Peut-être qu'on fera une petite rubrique, j'avais pas prévu, mais des montages les plus farfelus. Parce que je pense que tu dois en voir passer des gens qui viennent et en fait ils te prennent mais ils savent déjà tout. Ils veulent déjà le montage, ils ont déjà fait le plan avec Tata Rachel du meilleur montage à faire. Quand il en fait à Tata Rachel, c'est plus compliqué. Quand il en fait avec un fiscaliste, c'est souvent plus intéressant, même s'ils ont toujours du mal à le restituer. Donc souvent, ce qui est le mieux, c'est qu'on arrive à discuter de manière interprofessionnelle. Avocat, expert comptable, gestion de projet globale, comme tu peux le dire chez toi. Mais en gros, si tous ces gens arrivent à se mettre autour d'une même table et à discuter tous ensemble et à partager leurs connaissances et leur capacité de résoudre des problèmes et de rendre tout ça plus efficace, on rentre sur des choses qui sont hyper sympas pour les clients. Alors là, on peut rentrer directement dans le vif de ce sujet-là. Moi, j'ai l'impression des fois que, comme vous vendez certaines prestations identiques, je parle de l'avocat, du notaire et de l'expert comptable, vous vous opposez. Et je trouve... alors, je sais que quand je dis vous, bien évidemment, je ne parle pas de toi, sinon tu ne serais pas partenaire du club. Ouais. Mais je trouve que chacun défend son précaré. Et a tendance à le collégial me paraît, pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Je viens du judo, l'entraide et prospérité mutuelle. Mais j'ai l'impression que c'est quand même difficile à appliquer. Est-ce que tu y arrives au quotidien assez facilement avec les avocats? On en connaît un en commun qui m'a souvent dénigré quand même l'expert comptable pour faire du juridique. Ce que je peux comprendre, j'entends ce qu'il me dit. Pour moi, j'ai plus dans ma vision. Alors, j'ai le droit de dire des choses que tu n'as peut-être pas le droit de dire, donc, mais ça n'engage que moi. Vu des conneries au niveau conseil de notaire plutôt que d'expert comptable, en toute transparence. Pas d'avis sur ce point-là, honnêtement, mais après, il y a une réalité, c'est que moi, je me suis confronté quand même à beaucoup d'avocats au fur et à mesure des années, à beaucoup de notaires, beaucoup d'autres professions encore, parce qu'on est nombreux à pouvoir entourer l'entrepreneur et aller dans l'idée de l'accompagner. C'est vrai que au fur et à mesure du temps, tu te rends compte qu'avec certains professionnels, tu arrives mieux à trouver les bonnes solutions qu'avec d'autres. Parce que tu as une question de humaine aussi qui rentre en ligne de compte. On est tous des êtres humains. Donc, je pense que c'est très important d'avoir une équipe autour de soi, expert comptable, avocat, gestionnaire de patrimoine, chef de projet, notaire, tout ce que tu veux, mais qui se comprennent et qui pensent de la même manière tous ensemble. Moi, j'ai souvent eu du mal avec des avocats qui pensaient très défensif. Moi, j'ai un peu cette vision-là. Un avocat qui va penser défensif, à mes yeux, c'est un avocat qui va penser plutôt à dire on va se prémunir de prémunir. Et on va surtout faire ça. Et moi, j'aime bien les avocats qui vont chercher des solutions, qui vont être là en disant OK. Donc, si on passe par là, le chemin, on peut arriver à le trouver ou pas. Si on passe par là, ça marche pas. Et en fait, on réfléchit ensemble. Et c'est vrai que je me sens plus à l'aise avec cela parce que ça correspond plus à ma manière d'être et à ma manière de penser. C'est pas pour ça que les autres ils font un mauvais boulot, c'est pas vrai. C'est juste que chacun va penser différemment. Et donc, ce qui est important, c'est que tout le monde pense de la même manière. Donc, toi, en tant qu'entrepreneur, ton rôle, c'est de bien choisir les personnes qui sont compatibles les unes avec les autres pour que l'ensemble puisse bosser ensemble. Et si toi, tu te retrouves maintenant avec quelqu'un qui te dit « Bah ouais, moi, mon projet, je suis entrepreneur. Damien, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai un avocat et qui ne pense pas du tout comme toi, tu vas avoir du mal à gérer. » Alors que toi, tu mets tes équipes autour, des gens qui sont compatibles avec toi. Alors, on est aligné parce que l'image du chef d'orchestre, de la symphonie, c'est-à-dire qu'effectivement, tu peux avoir les virtuoses, et s'ils ne savent pas jouer ensemble, à la fin, ça va faire du cacophonie. Bruit. Voilà. C'est quoi le rôle réel d'un expert comptable en immobilier ? Alors, tu peux avoir beaucoup de choses. Parce que finalement, tu as beaucoup de clients potentiels, entrepreneurs ou investisseurs, on met le mot qu'on veut en face, mais tu peux avoir quelqu'un qui vient et qui vient me dire « Écoute, c'est mon premier investissement immobilier. » Là, j'ai un rôle qui va être de rassurer, d'expliquer et de mener, presque en donnant la main, ces investisseurs, ces néo-investisseurs, vers leur premier investissement et vers ce qui les attend. Parce qu'en fait, généralement, c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de toutes ces structurations, que ce soit une SCI, que ce soit un LMNP, que ce soit autre chose, c'est égal. L'investissement en direct à l'IR, pourquoi en revenu foncier. Donc, ils n'ont pas l'habitude de tout ça, ils ne savent pas ce qui va leur arriver derrière. Donc, on a un gros rôle de pédagogie pour cela.
et surtout de pédagogie récurrente. De revenir régulièrement et de réexpliquer les choses pour toujours les mettre dans un confort et de savoir ce qui les attend. Après, tu as une autre catégorie d'investisseurs que tu connais bien aussi, c'est l'investisseur entrepreneur. Là, ça devient un métier, ça devient professionnel. On n'est plus sur du non professionnel, on est clairement sur du professionnel. Là, le rôle, il est beaucoup plus important. Pour moi, il est commun. Là, je le redis ce que j'ai dit tout à l'heure, donc, commun avec l'avocat, commun avec l'expert comptable, le notaire et le chef d'orchestre, le chef de projet de l'ensemble, qui peut être l'entrepreneur, qui peut être des personnes comme toi, qui peut être encore d'autres personnes. Mais voilà, on a besoin là d'un collectif, et là, l'expert comptable, il va venir apporter sa pierre. Sa connaissance comptable, fiscale, juridique, même si chacun aura son domaine. Moi, je suis ravi que comptablement, des fois, mes avocats ou mes notaires partenaires, ils viennent un petit peu me dire « Tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer ça comme ça ?» On réfléchit ensemble. Juridiquement, on réfléchit tous ensemble. La solution et le choix final, il est chez le professionnel du secteur, professionnel du chiffre, professionnel du droit. Le notaire, c'est OK, mais chacun a son domaine, mais on réfléchit tous ensemble. Excellent. Ouais, c'est le côté collaboratif. C'est pour ça que ça a bien matché quand on a pu travailler ensemble. Alors, pour la petite histoire, qu'est-ce qui m'a surpris chez Michael et qui a fait que je me suis dit, il faut qu'on travaille ensemble. J'étais avec Nadia, qui est mon associée sur l'agence immobilière Clé en main. Et on était à Perpignan. On était en train de boire un café. Je me rappelle, elle me dit, Damien, j'ai un problème de CFE. Et là, qui appelle? L'expert comptable. Alors, on va faire des raccourcis. Une SCI, l'expert comptable, il gagne pas sa vie. Il gagne pas. Enfin, voilà, c'est mignon une SCI. Vous trouvez que c'est trop cher, mais je vous assure, par rapport au travail, il gagne pas. C'est pas le business model d'un cabinet d'expertise comptable classique. Clairement. Et c'est ton expert comptable qui t'appelle? Ouais, parce que normalement, j'ai quelqu'un d'autre, mais là, il a voulu reprendre le relais pour répondre à la question. C'est pas possible, ça. Alors, Nadia est super bonne communicante, certes. Et non, c'est pas possible. Moi, je paye. J'ai rien contre mon cabinet. J'apprécie mon cabinet, mais je paye super cher. Ça fait 1 an et demi que je suis dans mon cabinet. Et si on prend la somme de mes cabinets, ça fait... Depuis 2018, j'ai ma société. Je pense que mon expert comptable a dû m'appeler 5 fois, quoi. Donc, j'ai dit, il y a une anomalie. Et l'idée pour moi, c'est de trouver des partenaires. Ça doit être des anomalies. Ça doit être des personnes qui font bien leur travail et avec cœur. Et de plus en plus, non, je blague, mais ça devient quand même quelque chose qui est déshumanisé. On a 3 niveaux. Aujourd'hui, dans les cabinets d'expertise comptable, on a l'impression que c'est des multinationales avec 25 niveaux. Et du coup, j'ai été choqué et j'ai dit à Nadia, je me rappelle très bien, j'ai dit, faut que tu me présentes ce gars-là parce que c'est exactement ce que je veux pour le cabinet. J'avais un ancien partenaire où je n'étais pas content parce que c'était pas ce côté humain. Ouais. Et je pense qu'il faut être congruent, comme tu dis, dans les équipes. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs éthiques. Et alors, il faut aussi accepter que les valeurs éthiques des gens changent. Il y a des gens qui commencent, oui, Damien, ne t'inquiète pas. Et puis à la fin, plus ça avance et plus c'est compliqué. Ça peut arriver. Moi, je suis toujours surpris, mais je ne sais pas comment tu fais. C'est toi qui appelles les personnes. En tout cas, que moi, je te... toujours. Tous les leads, toute la partie commerciale, toute la première échange qu'on va avoir avec les prospects, c'est toujours été historiquement moi à 100%. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir maintenant un expert comptable qui vient d'être diplômé chez moi il y a quelques jours. Donc maintenant, elle va reprendre aussi une partie de ce commercial. Mais pour moi, un client, c'est lié à... En fait, il y a une relation humaine qui se crée entre un client et son expert comptable. Et donc, si je ne suis pas le premier qui appelle moi expert comptable, c'est mon client derrière. En fait, on ne crée pas la relation. Donc, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Donc, aujourd'hui, maintenant, elle va commencer à appeler des prospects parce que c'est elle qui va créer sa clientèle à elle en tant qu'expert comptable. Et donc, elle doit créer ce lien aussi avec ses futurs clients. Mais pour moi, c'est indispensable. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens, ils sont là pour le cabinet, pour mes équipes qui sont super sympas, qui arrivent à faire un boulot incroyable tous les jours. Mais à la base, ils doivent être là pour leur expert comptable parce qu'on crée une relation de confiance. Et moi, j'aime bien rentrer aussi dans l'intimité des gens parce que l'expert comptable, s'il ne rentre pas dans l'intimité des gens, on peut prendre un outil. Ça sert à rien. Ouais, c'est excellent et je peux vous assurer que ce n'est pas la norme. Enfin, là, je peux me mouiller et le dire. Ce n'est pas toi qui le dis, c'est moi. Donc, tu ne te fâches pas avec tes confrères. Et même dans des cabinets, moi, aujourd'hui,
pour mes sociétés, je suis dans un cabinet que je juge très bon, très pertinent, mais je pense ne pas avoir l'expert comptable assez souvent par rapport à ce que je suis venu chercher, parce qu'en fait, j'ai pris un cabinet d'experts comptables et pas un cabinet de comptables. Alors oui, le cachet final de l'expert comptable, il est là. Je sais pas réellement ce qui le protège. Ça, on pourrait en discuter d'ailleurs. Mais je trouve que des fois, l'expert comptable ne se mouille pas plus que être là à la réunion de bilan, quoi. C'est pas évident parce qu'en fait, j'ai un cabinet de comptable, dans l'absolu, ça n'existe pas. C'est pour ça que j'ai expertise comptable, mais je comprends ce que tu veux dire. Philosophiquement, je comprends ce que tu veux dire. En fait, c'est une question de... Pour moi, il y a plein d'entrepreneurs, d'investisseurs. Tout à l'heure, on disait ça tout à l'heure en France. Il y en a énormément. Il y en a plein qui sont accompagnés, il y en a certains qui ne le sont pas. Mais dans tous ceux qui sont accompagnés, moi, j'aime bien donner un exemple qui dit... Il y a des entrepreneurs en France aujourd'hui qui utilisent du papier. À quelques mois de la facturation électronique, on n'en parle pas, c'est marrant, mais pourquoi pas. On était quand même bien content d'avoir des experts comptables qui étaient capables de les adresser et que ces gens aient un service qui correspondait. Je suis incapable d'adresser des gens comme ça, moi. Incapable. Et c'est pas une question de philosophie. La boîte à chaussures avec les tickets. C'est marrant. J'ai jamais pu faire. Et du coup, on est bien content d'avoir des experts comptables. En fait, qui vont adresser ces gens-là. Donc, en fait, tu vas avoir des experts comptables qui vont proposer des solutions différentes avec des méthodologies différentes. Et du coup, chaque entrepreneur va pouvoir trouver ce qu'il souhaite. Et c'est ça qui est important, je trouve. C'est ça qui est cool. C'est qu'aujourd'hui, on a un marché qui est très diversifié et qui peut proposer beaucoup de choses différentes. Et après, chaque entrepreneur doit faire son choix là-dedans pour savoir ce dont il a besoin, ce dont il a envie. Bon, là, il faut aller discuter avec un certain nombre d'experts comptables pour voir un petit peu ce que chacun propose et faire un choix éclairé par rapport à l'attente qu'il a. Et chacun n'a pas la même attente. Moi, j'ai des clients, je sais que j'aime quand mes clients, ils ont une grosse attente d'avoir cette personne qui est là proche d'eux. S'ils ne l'ont pas, il y a plein de confrères qui font ça très bien. Mais c'est marrant parce que je suis très content de mon cabinet, mais on s'est rencontrés du coup juste après que j'ai migré. C'est tellement compliqué de migrer d'un cabinet à un autre. Mais je te rejoins là-dessus. Moi, je suis un client qu'on appelle chiant parce que je veux comprendre. Tu vois. Et on en parlait juste avant. J'estime qu'il y a certaines choses, c'est pas moi. Moi, je suis pas expert comptable, c'est pas mon métier. Par contre, je veux comprendre. Et j'ai des attentes. C'est vrai que je me rends compte qu'il y a certaines personnes, sous couvert qu'ils ont un cabinet d'expertise comptable, ils balancent des choses et ils attendent que ça se passe. Moi, j'aime bien comprendre réellement où sont les chiffres dans un bilan et comprendre à peu près ce qui se passe. Et du coup, c'est important. Effectivement, c'est peut-être des niveaux de cabinet qui vont avec des niveaux d'exigence. Après, j'avais un client hier qui est arrivé chez nous en 1er janvier, là, et qui quitte un cabinet qui est un très, 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 très gros cabinet sur la place, un des plus gros. Il disait, j'avais pas l'accompagnement que je veux, mais il m'a sorti des tarifs qu'il payait qui étaient 3 à 4 fois supérieurs à ce qu'on peut proposer chez nous, mais ils vont pas descendre le bilan avec lui. C'est pas le point. En fait, dans des cas comme ça, tu vas aller chercher autre chose. En fait, il faut être clair sur ton besoin. Si tu vas sur un très, 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 très gros, tu cherches une signature. Et la signature, tu la payes. Et c'est OK ou pas OK, on s'en fout. C'est un choix d'entrepreneur. Je vois ce que tu veux dire. Alors que toi, si tu dis, moi, j'ai besoin qu'on prenne du temps pour descendre mon bilan, quand tu vas voir ton expert comptable au départ, quand tu discutes, que tu négocies, tu dis, moi, je veux ça. C'est mon besoin. Est-ce que vous le proposez ? Si l'expert comptable, il te dit, je peux le proposer ou c'est natif chez moi et je le fais parce que c'est quelque chose qui est très, très central chez moi, tu sais vers qui te tourner. Ça me fait penser ce que tu viens de dire à on veut payer toujours le moins possible et c'est OK, ça se défend. Le moins possible pour la meilleure qualité de service. Pour la meilleure qualité, mais surtout, tu viens de parler juste avant, et nous, on a ce modèle-là dans les gens qu'on accompagne. J'essaie de leur faire comprendre que c'est pas si cher que ça. Des fois, c'est abusé. Il y a des tarifs qui peuvent être abusés, mais par rapport à au bienfait d'une bonne structuration, d'une bonne optimisation, d'une phrase supplémentaire. Tout à fait. Mais du coup, on est sur des, entre guillemets, bébés investisseurs. Comment tu peux faire comprendre à quelqu'un qui n'a pas encore conscience qu'il en a besoin, qu'il va devoir payer plus cher? Tu vois, on est entre les deux. C'est-à-dire que toi, tu dis,
l'entrepreneur qui sait qu'il veut descendre le bilan. Moi, Ouais. quand j'ai des investisseurs, ils veulent tous avoir énormément d'immobilier, Bien structuré, Bien mais ils sûr. savent pas réellement ce que ça veut dire dans le détail, même si je les aide à le conscientiser. Mhm. Mais comment tu peux prendre conscience à quelqu'un qui n'a pas encore conscience qu'il en a besoin? Ouais, c'est pas évident. Euh, J'ai pas la réponse absolue à la question, mais je vais donner des idées, on est d'accord, hein. Si on avait la réponse absolue à cette question, on serait plutôt pas mal, hein, on est d'accord. Sur le principe, moi, ce que je remarque, c'est que la recommandation de quelqu'un qui utilise le service, ça reste quand même très, très efficace. Ça veut dire si quelqu'un te dit, moi, j'utilise j'étais cet expert comptable, je travaille avec lui, et euh, en fait, les conseils qu'il me donne sont pertinents pour faire quelque chose de bien et faire des bons choix. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper important pour que la personne se rende compte de l'intérêt du conseil. Et ça, c'est pour moi, quasiment tous mes clients sont venus comme ça. Alors, nous, c'est ce qu'on fait. Mais à côté de ça, tu sais, on a un tableau très précis, des calculs, etc. Et la personne, elle va monter le tarif de l'expert comptable à valeur ajoutée et le tarif de l'expert comptable avec moins de valeur ajoutée. Ouais. Mais tu sais que c'est moins de valeur ajoutée, il ne se cache pas. D'accord. De toute façon, à un moment, tu ne peux pas être en ligne. Enfin, voilà, tu ne peux pas tout faire. Mais les gens, ils regardent ce que ça diminue leur cash flow. Tout à fait. Ils ne voient pas l'impact à 10 ans. C'est pour ça que... Enfin, pas tous, quand je dis les gens. Oui, je vois une partie des personnes... ça reste, chez les investisseurs, ça reste plutôt légitime de penser comme ça à la base. Quand tu n'as pas l'explication d'eux, à la base, tu te dis, bah, si c'est moins cher A que B, je vais le dire différemment. Ça va être méchant peut-être un peu, mais si tu as une banque A moins chère que la banque B et que finalement, tu dois choisir entre les deux et c'est le même service, tu vas pas te poser la question 100 ans. Mais si c'est le même service. Si c'est le même service. Est-ce que tu pourrais donner un exemple de quelqu'un bien évidemment fictif? Bien sûr. D'ailleurs, tout ce qu'on dit là sur la vidéo, c'est une vidéo à caractère éducationnel. Donc on est là pour éduquer, pour vous apprendre, m'apprendre, nous apprendre ensemble, monter en compétence. On n'est en aucun cas un conseil en expertise comptable, en financement. Prenez tout ça avec de la hauteur. Si vous voulez vraiment aller plus loin, contactez le cabinet du Michael, contactez-moi. Mais en tout cas, tout ce qu'on dit là n'est pas du conseil direct à appliquer. Voilà, par rapport à toutes les thématiques qu'on va aborder, on l'a dit, on est conforme, c'est magnifique. Est-ce que tu as un exemple d'un client qui serait venu te voir, tu as le droit d'inventer, parce qu'il avait pris un service plus générique et qui s'est retrouvé par exemple bloqué 4-5 ans plus tard? Ça m'est arrivé 100 fois. J'ai un frère avocat, donc je sais que là, malheureusement pour vous, oui, c'est quand même... on vient voir le plombier, c'est ce que j'explique aux gens. Moi, j'ai l'image du plombier. C'est ça. Ça te saoule de payer le plombier plus cher. Alors, tu peux prendre ton copain qui sait faire un peu de la soudure. Par contre, quand ça va fuir, tu t'appelles pas ton copain bizarrement, tu vas appeler un plombier. Je suis d'accord. C'est un peu... J'aime bien l'image du plombier, de la fuite. Tu as tout à fait raison. En fait, oui, ça arrive souvent. Alors, c'est leur discours. Après, il y a une question de discours de la personne et de réalité. C'est pas toujours tout à fait la même chose parce que des fois, ils n'ont pas le service qu'ils attendaient parce que il y a des actions qu'ils avaient faites des deux côtés. Est-ce que c'est A, est-ce que c'est B? Je me préoccupe jamais. C'est pas ma vision du truc. Mais ça m'arrive très très régulièrement. Moi, j'ai eu tout au démarrage. Donc là, je te parle d'il y a 7-8 ans. Hein, tout au démarrage, j'ai eu une personne qui est venue me voir en disant j'ai une phobie administrative. Très bien, ça arrive, malheureusement, ça arrive plus souvent qu'on ne pense, surtout même à des ministres. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Mais alors pour le coup, quand on est entrepreneur, ça peut être vraiment compliqué à gérer. Et donc, cette personne avait une phobie administrative, avait un expert comptable en ligne, X, Y, Z, on s'en fiche. Et payait de la compta depuis 7 ans et n'avait pas reçu un bilan. Donc, t'imagines à peu près la catastrophe. Et le problème, c'est que l'expert comptable continuait à prélever, mais elle ne transmettait jamais rien. Donc l'expert comptable ne pouvait pas faire son job. L'expert comptable en ligne, c'est une machine, hein, entre guillemets, dans beaucoup d'aspects, pas dans tous, mais dans beaucoup d'aspects. Et si tu lui donnes pas de l'input, il peut pas te sortir quelque chose. Donc il pouvait pas faire son job. On a essayé de l'aider, on a sorti quelques bilans, pas tous, on n'a jamais réussi parce qu'à un moment, elle a phobie administrative, donc elle a disparu des radars.
plusieurs fois les revenus, plusieurs fois on a refait un bilan à chaque fois, mais après repartait enfin, c'est terrible, j'ai des gens qui souffrent beaucoup, attention. Et oui, on arrive à des choses qui sont complètement dingues, mais tu as beau, comme tu disais tout à l'heure, prendre ton téléphone et appeler les gens, leur écrire, à un moment il faut qu'il y ait quelque chose en face. Alors nous, c'est vrai, par rapport à un expert comptable en ligne, ou par rapport à un expert comptable, on va dire, qui va automatiser énormément de choses, moi je prends mon téléphone et j'appelle les gens, quoi. On va aller faire ça. Et si j'ai pas de nouvelles, je vais aller faire en sorte d'en avoir. Mais tu vois, sur ce genre de choses, je pense qu'à un moment, il y a un problème de conseil. La première, parce que je connais quelqu'un qui m'a dit, Damien, je veux que tu m'accompagnes en immobilier physique. Et je lui dis non, je t'accompagnerai pas. Ouais. Par rapport à ce que je vois de toi aujourd'hui, tu vas burner, quoi. Tu vas partir en burn-out. Ça sera la goutte d'eau. Donc, je l'ai amené vers mon cabinet de gestion de fortune, Focus Wealth Office, pour qu'on la prenne en main sur la partie financière. OK, prendre en main. C'est-à-dire que si elle veut faire de l'immobilier, elle fera de la SCPI. Ouais. Elle levera de la dette avec la SCPI, il n'y a pas de problème. Mais en aucun cas, perso. Ouais. Et en faisant ça, Mickaël, je perds de l'argent. On est d'accord, parce que c'est plus simple pour moi, quelqu'un qui a des gros revenus, je lui fais 1, 2, 3 projets de clé en main. Bien sûr. Mais en fait, il y a un peu quand même le devoir de conseil. Je pense qu'une personne comme ça, qui a une phobie administrative, elle ne peut pas avoir directement à gérer une société ou de l'immobilier qui est malgré tout à un moment une société. Alors cette personne, on avait arrêté. La structure avait été arrêtée en disant tu ne peux pas continuer. Oui. Et c'est toi qui l'avais arrêté du coup. Oui. Bien sûr, parce que c'est la première chose qu'on a faite. Hein. D'abord, t'es le pompier. D'abord, tu règles le problème numéro 1 et ensuite, tu vois les problèmes d'avant. C'est marrant, je dînais avec un entrepreneur hier soir et on disait ça m'arrive souvent, moi, de refuser des clients. Et je lui expliquais, si je crois vraiment pas dans ce qu'on me dit en face, si je suis vraiment pas à l'aise avec le projet qui m'est présenté en face, ça m'arrive de dire non. La dernière fois, j'avais dans l'immobilier, pour le coup, des gens qui... Quelqu'un de chez moi ? Non, pas du tout. Pas du tout pour le coup, non. Mais des gens qui rachetaient des immeubles et transformaient en totalité, revendaient ensuite par petits lots. Mais il y a des choses où lesquelles j'étais pas aligné. Moi, j'ai dit une fois, j'ai dit 2 fois, j'ai pas eu les retours que j'attendais, j'ai dit je suis pas aligné, je n'ai pas envie. Et c'est OK, c'est pas grave en fait. Par contre, il faut être honnête, il faut expliquer. Pour moi, le plus important, c'est expliquer pourquoi tu veux pas y aller et pourquoi tu penses que peut-être d'autres confrères seraient meilleurs. Et ça m'arrive aussi régulièrement de dire, là, dans ce que vous me racontez, vous n'avez pas besoin de moi. Moi, j'ai un accompagnement qui va être un peu premium. Vous n'avez pas besoin de cet accompagnement premium. Vous pouvez aller chez eux et ça marchera bien. C'est tout à fait OK. On est plein sur la place et tant qu'ils vont vers des experts comptables, j'ai envie de te dire, pour moi, c'est déjà gagné. C'est déjà positif. Excellent. Ouais, on a à peu près du coup, le même discours là-dessus sur quand j'ai des personnes qui veulent, qui ont des prétentions de cash flow qui sont dignes des meilleures vidéos YouTube de publicité. Et je leur dis que moi, je vais les décevoir, quoi. Du coup, je dis, sans donner de nom forcément, je dis, vous allez vous faire retargeter une fois que vous m'avez vu. Allez chez quelqu'un qui vous amusera. Ça marchera peut-être pas, mais au moins vous aurez passé un bon moment. Et après, la vie, elle est faite pour s'amuser, donc autant qu'ils passent un bon moment, parce qu'avec moi, ils passeront pas un bon moment. Ça, c'est un conseil de mon frère, qui a 5 ans de plus que moi, qui m'avait dit, quand je me suis lancé, il faut se donner le luxe de refuser des clients. Ouais. Très difficile au début, hein, parce que techniquement, on perd de l'argent. On a l'impression de. Mais on gagne en tranquillité et en congruence. Et puis, ça te permet d'accepter d'autres clients qui sont peut-être plus intéressants. Parce qu'en fait, au début, tu vas prendre, quand t'as rien, tu vas prendre beaucoup de clients qui ne sont pas forcément les clients idéaux de demain. Et en fait, ça t'empêche de prendre du temps pour aller chercher les bons clients. Ce truc-là, j'en ai beaucoup discuté avec mes 2 associés sur le cabinet de gestion de fortune. Parce qu'au début, quand j'ai lancé ça, moi, je voulais prendre tout le monde. Ouais. Et ils m'ont dit, Damien, on a fait ça. Ensuite, en fait, parce qu'on veut servir. Voilà, c'est toujours la même chose. On veut servir du LVMH et pas du truc de basique de CGP qui veut se gaver sur le dos des personnes. Du coup, il m'a dit, on a fait ça au début. Hein. C'est-à-dire qu'on se retrouve en fait avec énormément de clients et on dégrade notre qualité qu'on veut avoir. Et du coup, en fait, ils ont 100% raison. On peut pas aider tout le monde de la même... Chaque personne est faite pour aider des gens. Et du coup, nous, on a fait on a pris le parti de mettre un ticket d'entrée minimum d'actifs à placer pour garder un service de qualité. Toi, tu as mis une tarification, entre guillemets, peut-être premium, encore une fois, je connais tes tarifications, elles sont pas non plus...
digne des Big Four qui se gavent. Donc, on va se mesurer quand même là-dedans, je pense. Mais au moins, on attire les clients qu'on souhaite. Et du coup, vous avez changé. Du coup, vous avez pris seulement des clients qui étaient importants. Vous avez fait comment Comment vous avez évolué entre le moment où tu as dit on prenait tout le monde au départ parce que toi, tu as pensé au départ que c'était comme ça. Après, vous avez réfléchi, vous avez évolué. Vous avez fait comment du coup? Alors moi, j'ai un truc, j'ai une qualité assez bonne, c'est que je sais ce que je sais, je sais ce que je sais pas. Et dans ce milieu-là, c'est pour ça que je me suis associé avec des gens. Hein, et je pense que tu as parlé de beaucoup d'associations. Une association, c'est une complémentarité de compétences. Je pense qu'une association avec des gens qui ont exactement les mêmes compétences est vouée à l'échec. Ouais, je suis d'accord. Donc ils sont meilleurs que moi là-dessus. Est-ce qu'ils avaient une vision? Est-ce qu'ils avaient déjà d'autres cabinets sur le même modèle? Et j'aurais dit OK. Ça me fait mal au cœur initialement, mais je vous suis. Très bien. Je pense que vous avez raison. Et donc oui, on a tracé. En fait, à un moment, et ça c'est quelque chose de la société. Il faut accepter d'écouter et de se remettre en question. On n'est pas parfait. Moi, c'est un domaine que je connais pas, la gestion de fortune. Enfin, je la connais en banque, si tu veux, mais je la connais pas en indépendant. Ouais, je la connaissais pas. Donc je suis allé avec des associés qui avaient de l'expérience là-dessus. Ils me disent ça. Je dis OK, moi je suis dans les sports de combat. T'as une ceinture noire qui dit à une ceinture blanche, fais ça. Si la ceinture blanche, elle dit non, mais écoute, mec, je maîtrise. Il y a un souci. Donc c'est un peu la même chose dans les différents domaines. On peut parler de holding. Bien sûr. Si on enlève, allez, on va aller d'abord sur la phrase et ensuite on va descendre. Si on enlève l'argument fiscal, est-ce qu'il reste vraiment quelque chose à la holding? La holding, c'est une philosophie, pour moi. C'est comme ça que je le vends beaucoup à mes clients, c'est une philosophie. En fait, pour des clients qui ont besoin de sortir tout l'argent de leur structure entrepreneuriale, on va faire très simple, pour vivre, d'accord, qu'ils ont besoin de 2 000, 5 000, 10 000 ou plus par mois, je m'en balance. S'ils ont besoin de sortir tout l'argent, la holding, elle sert à rien. La holding, elle a une utilité pour réinvestir de l'argent en évitant une fiscalité personnelle. D'accord? C'est comme pour moi le principe. Il y en a plein d'autres des utilités, mais l'utilité de base, pour la majorité des gens, ça reste celle-ci. Pour la majorité des gens, ça ne veut pas dire que d'autres ne l'utilisent pas pour autre chose, on est d'accord. Donc, si tu veux, si tes entreprises ou ton entreprise, ça dépend comment tu gères, mais bon, ton ou tes entreprises génèrent du cash supplémentaire, tu vas le remonter sur ta holding. Dans la holding, tu auras une première optimisation, entre guillemets, qui va être sur la rémunération que tu vas pouvoir te sortir parce que peut-être que tu n'auras pas le même statut qu'en dessous. Surtout, le point le plus important, si tu as des associés, chacun ne veut peut-être pas faire la même chose. Il y en a certains qui veulent du salaire, il y en a d'autres qui veulent du dividende, il y en a d'autres qui veulent du revenu d'indépendant, il y en a d'autres qui veulent autre chose. Chacun peut faire ses choix chez lui. Donc la holding, j'aime bien ça. Pour moi, on fait ses choix chez soi. Et là-dedans, tu vas sortir une rémunération que tu peux optimiser à ta vision du monde. Pas à celle de ton associé, pas à celle d'autres personnes. Et après, le reste de l'argent, on ne le sort pas. En fait, moi, dans ma vision du monde, la holding, elle ne sort pas à sortir de l'argent. Sinon, fiscalement, ça n'a pas d'intérêt. Yes. Alors, je prends la position toujours du profane quand j'ai quelqu'un que j'interviewe, parce que tu connais un peu, je pense, ma position, on en a quand même déjà discuté. Et je suis très sur le véhicule de holding patrimonial, de paquebot, en fait, de sécurisation, déjà parce qu'on sécurise. Tiens, c'est une question qui est intéressante. Ça me fait penser, en parlant de sécurisation. J'ai des personnes qui me disent, j'ai une holding, et puis je facture mon activité commerciale dans ma holding. Personnellement, je trouve, j'aime bien le modèle holding financière et les activités commerciales à un niveau au-dessous, au niveau des filles. Donc toi, tu penserais à une holding passive quand tu dis ça, c'est ça? Moi, je pense à une holding plutôt passive qui va faire de la gestion, qui va faire travailler son argent. Tu vas remonter des dividendes vers ta holding passive et c'est avec les dividendes que tu fais travailler une holding passive au-dessus, quoi. C'est ça. Financière, tu dis. Dividendes avec l'option mère-fille, donc c'est une friction très, très petite. Et comme ça, je sépare les activités commerciales qui peuvent avoir un souci un jour ou se faire racheter. De la holding qui me sert, qui est normalement mon outil de retraite privée. Et donc, tu te verses ton salaire sur la structure en dessous? Moi, je me verse, dans mon cas, mon salaire dans mon cas, je me verse sur la salaire sur mon activité commerciale principale qui est une EURL. J'ai ma holding en SASU parce que je me dis le jour où je voudrais me verser des dividendes, encore que peut-être que je me verserai un salaire à ce moment-là, j'aurai limite un changement. Moi, je vois la holding comme un outil long terme, de limite
de transmission, parce qu'après, je vais faire rentrer mes enfants. Et bien sûr. c'est l'outil où on partage un truc, c'est ne sortir la frisson fiscale dont on a besoin. On ne sort pas l'argent de l'ensemble, on va dire, de sociétés que tu détiens, sauf si on en a besoin en perso. On ne sort jamais plus que ce dont on a besoin en perso. Dit autrement, vous sortez pas de l'argent. Quand vous êtes entrepreneur, vous êtes salarié, vous subissez, entre guillemets, le salariat. T'as pas le choix. Mais quand vous êtes entrepreneur, sortir 500 € supplémentaires pour le mettre sur un livret A, techniquement, ça a un sens mitigé. D'accord. Sauf à dire, vous êtes en couple, vous êtes entrepreneur, vous avez négocié avec votre femme, avec votre mari, ça, mais ça la stresse, ou ça le stresse. Tout à fait. Ben là, il a besoin de voir un livret A rempli. Ou bien de remonter tout ça pour aller chercher un achat de résidence principale, parce que la résidence principale a toujours de l'intérêt d'être achetée en personnel. Donc, une fois qu'on a la résidence principale qui est achetée, une fois qu'on a un petit peu de sécurité personnelle qui fait en sorte que les gens sont tranquilles la nuit, même si en vrai, si tu as l'argent sur la holding, qu'il soit disponible sur la holding ou disponible en perso, c'est un virement. Oui et non. Oui, pour toi qui est éduqué là-dessus. Oui, je comprends. Ma femme, par exemple, je comprends. Ça lui fait peur. Enfin, ça lui fait peur. C'est pas son compte perso. T'as raison. C'est pas le compte perso. Donc, je pense que c'est un peu de sécurité niveau psychologique. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, la psychologie, enfin, quand on est bien psychologiquement, on est plus apte à faire de l'argent. Alors, je vais le dire différemment. Je tente toujours au minimum de faire la pédagogie quand même, pour au cas où si la pédagogie lui suffit, qu'elle lui permette de faire le choix le plus optimisé possible. Si la pédagogie ne suffit pas et que la peur persiste, déjà c'est un peu un échec pour moi. Quand moi je le vis comme un échec, parce que ça veut dire que peut-être que la personne n'a pas tout compris de ce que j'ai expliqué, ou peut-être que j'ai pas été assez clair, ou peut-être que j'aurais pu faire différemment. Et tu sais, il faut toujours s'adapter à chaque personne qui est en face de toi, donc c'est très difficile d'expliquer quelque chose. Donc, j'ai un professeur qui dit il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs. Exactement, c'est toujours ta faute. De toute façon, la base, quand tu expliques quelque chose, c'est toujours ta faute. Quand tu n'as pas réussi à faire transmettre un message et à être suffisamment clair, c'est chez toi. Mais donc, je tente toujours cette approche-là. Après, si cette approche-là, elle échoue, si j'ai échoué, effectivement, je vais prendre des solutions alternatives qui pourraient être celles-ci. Mais pour moi, ça reste des solutions alternatives parce que la solution numéro 1, c'est d'être bon. Et donc d'être bon aussi communicant. Des fois, t'échoues. Des fois, avec sa femme ou son mari, c'est plus compliqué. Voilà, des fois, tu n'y arrives pas. Il faut avoir un tir. Du coup, toi, j'ai l'impression que tu tiquais un peu sur ma structuration. Ouais. C'est pas quelque chose que tu... Bien. En fait, ce qui est intéressant dans ta structuration, c'est vrai que dans ton URL, tu es tout seul, tu es en URL en dessous. Donc, c'est pas forcément ce que je vois le plus chez moi, chez mes clients, d'accord. C'est... la holding peut aussi servir, tu sais, quand tu as plusieurs associés. Et quand tu as plusieurs associés, chacun veut quelque chose de très différent. Donc, généralement, je mets une SAS. Et je mets des holdings au-dessus quand ça gagne de l'argent. Jamais avant, s'il vous plaît. Ne créez pas de holding pour créer des holdings. On ne peut pas remonter de l'argent sur une société qui est en déficit. Voilà. Donc, si ça gagne du cash, on crée des holdings et on s'amuse, on optimise à partir du moment où on a de l'argent à optimiser. Quoi. Ça. Retenez, voilà. On ne sort pas de dividendes d'une société qui est en déficit. Donc, optimiser une société pour être en déficit, on parle d'une SCI, c'est très pertinent. Mais tant que votre SCI est en déficit, vous ne sortez pas de dividendes, du coup, vous n'avez pas d'intérêt forcément à remonter. En tout cas, s'il y a du gros cash flow, on peut discuter, mais dans l'absolu, je suis d'accord avec toi. Sauf si vous avez mis beaucoup de... Si l'actif net est vraiment important, mais au début, de toute façon, il n'est pas important, donc le coût ne sera pas très... En tout cas, il y a une question à se poser, il faut être accompagné pour se la poser. Ça ne sert à rien dans son coin de se dire, mais si, je vais avoir un truc, c'est génial, j'ai un plan dans ma tête. Et là, l'expert comptable, quand tu disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on a un expert comptable, là, c'est pratique quand même. Il va te dire, OK, si tu veux faire un truc qui est cool, mais en fait, c'est pas possible. Pensez à quelque chose, si vous avez 2 enfants, OK, vous faites le 3e ou pas? Ah ouais, mais c'est quand même une voiture supplémentaire, c'est quand même des... en fait, quand vous créez une société, vous créez un enfant. C'est une personne morale, donc il a une date de naissance, il a un lieu de naissance, et c'est une nouvelle personne. Donc, posez-vous cette question-là. Est-ce que vous faites encore un petit bébé ou est-ce que vous attendez un petit peu que ça grandisse? Tout à fait. Je ne sais pas si l'analogie... je suis d'accord. Non, mais 100% d'accord. 100% d'accord. Alors, j'ai souvent des gens qui viennent et qui me disent, tu sais, moi j'avais une boîte, je suis solo entrepreneur, donc seul dans ma structure, seul associé de ma structure, et on m'a vendu une holding.
Et donc, j'ai créé ma holding avec ma structure solo en dessous et je suis content. Ok, dans certains cas, c'est vrai que c'est utile. Mais dans beaucoup de cas, ça ne l'est pas, en fait. Donc, il y a des vraies questions à se poser. Et à un moment, si c'est pour dépenser de l'argent, pour le plaisir de dépenser de l'argent, ça ne sert à rien. Ou souvent, c'est comme ça. On me raconte cette histoire-là. On me dit, ouais, mais tu sais, il y a quand même de bonnes chances qu'un jour, dans 2 ans, je gagne beaucoup d'argent parce que mon business, il est trop bien. Ok. Quand tu viendras. Commence par gagner de l'argent. Et puis, quand ton business, il sera trop bien et que tu gagnes de l'argent, moi, je vais te trouver des optimisations qui seront top pour le faire à ce moment-là. Et on aura tout intérêt à le faire à ce moment-là. Et tu n'auras pas dépensé de l'argent au milieu pour rien. Et si malheureusement, par des éléments totalement externes et indépendants de la volonté de tout le monde, ton business marche un peu moins bien que ce que tu avais prévu, ce qui arrive de temps en temps, plus souvent que ce qu'on imagine, mine de rien, on sera content de ne pas l'avoir créé cette holding et on ne sera pas en train de cumuler des coûts sur des coûts sur des coûts sur un business qui ne marche pas aussi bien qu'on espérait. Et ça change beaucoup de choses. Mais je te rejoins sur ce que tu dis, parce que moi, j'ai une holding, du coup, une URL principale, mais après, j'ai d'autres sociétés avec des associés. C'est ça, et tu regroupes le tout sur ta holding. Ouais, moi, je suis là, généralement associé de SAS via ma holding qui est elle-même en SAS. C'est ça. Et c'est pour moi le... Toi, tu as beaucoup de business. Là, je dis ça parce que comme tu avais présenté la chose comme ça, je dis aux gens, attention de ne pas le faire. Il y a aussi des sociétés civiles immobilières. Enfin, voilà, toi, tu as un vrai parc. Ah oui, non, c'est entrepreneurial. Oui, non, effectivement, si c'est une URL avec une SAS au-dessus. C'est ça. Oui, pardon, excuse-moi, oui, Alors que les gens qui nous écoutent, là, potentiellement, eux, ils n'ont pas tout ce que tu as à côté. Moi, je le sais que tu as plein de choses autour et je sais que tu as beaucoup de structures et donc cette holding, elle a un 100% de sens. Mais attention aux gens, faire une holding pour faire une holding, c'est pas un choix. Et quand tu as juste une structure, mettre une au-dessus, c'est pas si évident que ça. Après, effectivement, moi, j'aime l'idée de remonter le cash vers la holding et de se payer sur la holding parce que souvent, j'ai des SAS en dessous. Et ce qui fait que du coup, tu fais la holding en SARL ? En EURL, c'est ça. EURL. Ouais, exactement. Et en fait, la logique, c'est que dans certains cas, moi, c'est les cas que je vois le plus, mais c'est pas forcément les cas qui seront partout. Mais quand tu remontes tes titres vers une holding, la holding, tu la crées pas en amont, tu la crées en aval. Hein, d'accord ? Tu as déjà fait du business et tes business tournent. Logiquement, c'est le principe. Tu vas apporter tes titres et quand tu apportes tes titres, ils sont valorisés. Sur site imposition, certes, mais ils sont valorisés. Ce qui fait que le capital de ta holding en une URL, il sera important. Et donc, tu pourras te verser des dividendes quand même. Parce que en URL, les dividendes sont par rapport au montant du capital. C'est ça. Tu as le droit à 10% du capital social. Donc, en fait, on peut créer des montages où on arrive quand même à sortir du dividende en EURL tout en étant optimisé et en ayant le salaire qu'on peut sortir en EURL. Et puis, n'oublions pas qu'en EURL, d'une manière générale, c'est pas pour faire un cours de compta là, mais on est à peu près imposé à 45%. Ouais. Ces charges-là viennent déduire son IS. Oui. Donc, en fait, quand on dit... Quand tu dis imposé, attends, je précise juste le point, c'est que quand tu dis imposé, quand on sort du salaire, sur le salaire, on a 45% de cotisation sociale. Parce qu'on oppose souvent salaire et dividende. Tout à fait. Mais en fait... c'est quasiment la même chose. C'est pas si mystique que ça. Alors, ça fait rêver, mais c'est pas si mystique parce que quand vous sortez de 0 salaire et que vous sortez en dividende, vous allez payer de l'IS sur 100. Ouais. Et quand vous sortez un salaire, vous allez payer de l'IS sur le bénéfice moins les charges du salaire. Les charges du salaire qui nous protègent. Je peux pas parler de retraite, forcément. On pourrait peut-être l'aborder. Mais en tout cas, ça nous protège. Ça vous protège. Et le but, aujourd'hui, c'est de se protéger et de protéger aussi les gens avec qui on est. Tu sais, là, il y a quelques jours, je vais faire court, promis, mais je discutais avec un prospect, c'est une DRH, une ancienne DRH de grands groupes, vraiment un super profil. Et elle s'associe avec un autre haut profil, je vais dire ça comme ça. Et donc, elle me racontait leur lancement et on a arrivé à cette question de comment on les rémunère et est-ce qu'on est indépendant ou salarié, hein, pour faire simple, indépendant, salarié, dividende, pas dividende. En gros, c'était un petit peu ces questions qui arrivaient. Et à la DRH, j'explique un peu cette différence que tu viens d'expliquer entre soit tu te verses un salaire et tu payes 80%, soit tu te verses un salaire d'indépendant. Tu vas payer plutôt 45%, soit on peut faire un mix avec du dividende. Et je lui disais, mais est-ce que vous êtes allé sur Info-Retraite pour aller faire votre petite récap de carrière et vérifier quel serait l'impact de l'un et quel serait l'impact de l'autre? Elle m'a dit oui, je l'ai fait. DRH, derrière, elle me dit moi, après mes 20 ans de carrière avec des très 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 hauts salaires, forcément, bravo à elle,
que je sois sur l'un ou sur l'autre, ça ne change quasiment rien. Donc, en fait, il y a des choix aussi à faire avec les bonnes datas. Moi, j'ai des gens qui viennent de commencer leur carrière. Si je les mets en indep, je leur dis attention, toute ta vie, tu seras indep et à la retraite, tu n'auras pas grand-chose. Sois conscient de ça. Si le mec, il a 20 ans de carrière dans des grandes boîtes et qu'il a eu des gros salaires, je lui dis va donc en indep, c'est OK parce que finalement, ça ne changera pas grand-chose au moment de ta retraite. S'il a 25 ans, c'est encore l'idéal. Hein. Oh là là, Mickaël. On va l'aborder maintenant dans ce cas-là, ce sujet-là. Magnifique. Parce que là, tu viens de parler de quelque chose avec des paramètres définis. Tout à fait. Tu as donné des paramètres définis. Chaque cas est particulier. Mais il y a un paramètre qui est indéfini. Dis-moi. C'est est-ce qu'on va avoir des retraites ? Là, la Ça fait stratégie. partie de mon discours, tu as raison. La stratégie, tu m'as donné des paramètres définis. Je suis 100% d'accord avec toi et moi-même. Je suis allé voir sur le site info-retraite. Et comme j'ai fait une quinzaine d'années en banque, c'est pas. Et ensuite, j'ai quand même pris. Voilà. C'est pas très très important l'impact différent par rapport. Et attends juste qu'on dise bien les choses. C'est pas important si vous faites pas n'importe quoi avec l'argent que vous gardez. C'est-à-dire que si l'argent que vous gardez, vous faites n'importe quoi avec, il vaut mieux prendre du salaire et au moins vous l'avez sorti. Tout à fait. Donc on fait pas n'importe quoi avec nos boîtes. On part pas. Vous avez vu. Enfin, on fait pas n'importe quoi avec ces sociétés parce qu'on peut vite se faire rattraper. Tout à fait. Ok. Donc ça, c'est une fois qu'on a dit ça, c'est ok. C'est dur pour un expert comptable aujourd'hui. Je pense que vous avez cette partie-là, parce que moi, je peux dire ce que je veux là-dessus. J'aide les gens à se faire une retraite privée. Donc moi, je suis tranquille. Bien sûr. C'est assez simple. Mais vous, c'est quand même compliqué parce que du coup, ce que tu as dit juste avant, je suis 100% aligné. Indep, pas indépendant. Donc en gros, TNS, SASU. Donc SASU étant assimilé salarié sauf le chômage, donc sauf le gros avantage, mais bon. La pilule passe quand même. C'est quand même fou en France. Tu payes pareil que les salariés, mais la couverture principale, c'est ta boîte pomme. Par contre, si on doit glisser le sujet, en vrai, le problème, c'est que si tu le mettais, combien d'entrepreneurs ne joueraient pas le jeu et se mettraient au chômage régulièrement sans que ce soit nécessaire ? Et ça, c'est problématique. C'est insoluble. Et je suis d'accord avec toi. Par contre, pour quelle raison dans ces cas-là, tu payes pratiquement les mêmes charges ou passes. Ça doit être 80, c'est quoi ? C'est 80-89% si t'es salarié classique. Ouais, à peu près 80. 80%. On va faire simple. Ouais. Donc en fait, c'est le Mimi, c'est le Rara. Pour ceux qui ont la rêve des trois frères, t'as 80% d'un côté, 80% de l'autre, mais t'as un poste où il n'a pas le chômage. En fait, tu ne cotises pas pour le chômage en tant que assimilé salarié en SAS, on va dire ça comme ça. Donc si tu es patron en SAS et que tu te verses une fiche de paye, tu ne cotises pas au chômage. Mais à la fin, t'as la même. T'as à peu près la même parce que t'as d'autres cotisations qui sont un peu plus élevées. C'est ça qu'il faut. Alors, pour d'autres raisons, parce que tu as le droit à d'autres choses. T'as le droit. Pour le coup, je n'ai pas le détail en tête. D'accord. Pour être tout à fait honnête, t'as le droit quand même à d'autres choses. Mais t'as le droit à d'autres choses parce que tu vas cotiser un peu plus cher sur d'autres détails. Par contre, c'est ça, là où ça peut c'est quand même compliqué la France, quoi. Ouais, là où ça peut se discuter, je trouve, c'est vrai que sur un bas salaire, généralement, t'as les réductions de cotisation et c'est vrai qu'un patron n'y a pas droit parce qu'encore une fois, c'est lui qui détermine son salaire, donc l'État considère que sinon il y aurait des abus. Encore une fois, peut-être à raison, peut-être à tort, je ne sais pas. Mais de toute façon, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est comment tu fais une loi qui est juste tout en prenant en considération que les gens ne vont pas forcément jouer le jeu. Et donc, il faut prendre en considération ça et faire une règle qui soit le plus juste possible pour tous. Du coup, pour moi, ce n'est pas forcément juste de dire tu ratiboises tout non plus au niveau des entrepreneurs et c'est pas non plus le schéma l'idéal. Mais je te rejoins là-dessus parce qu'au Covid, alors on critique beaucoup l'État, on critique beaucoup la France, hein, ça vaut des formations sur l'expat, félicitations. Bien content, ouais. Mais au Covid, on était bien content que M. Macron dise quoi qu'il en coûte. Alors maintenant, on ricane, je fais pas de politique, je prends les faits. On était bien content parce qu'il y a certains pays, le Covid, c'était chaud. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid ? Okay. Mettez-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais on va pas faire de langue de bois. Il y a plein d'entrepreneurs qui ont fumé l'État. Parce qu'ils ont dit, à juste titre, la ministre du Travail a dit on fera des contrôles a posteriori. Bien évidemment, c'est trop compliqué de contrôler tout le monde, mais a priori, on va payer. Ouais. Les gens ont vu quoi ? Ils vont dire on va les enfumer et a posteriori, on verra si on se fait contrôler, on rendra l'argent. C'est comme tous ceux qui ont pris des prêts, qui ont cru qu'ils allaient se faire effacer. Il faut arrêter de croire, de prendre les gens pour... Donc, c'est bien de critiquer la France, c'est bien de se casser. C'est top, c'est loyal. Et quand on en a profité, il faut avoir l'honnêteté de le dire.
Tout à fait. C'est exactement la même chose, moi qui vends des formations. Si un jour j'investis dans l'immobilier grâce aux produits de mes sociétés de formation, Bien sûr. j'ai aucun problème avec ça, c'est tout à fait vertueux, mais je dirais pas que je l'ai fait avant. Je dirais que je l'ai fait après et j'expliquerai comment. Bien sûr. Il faut juste Faut être honnête. être honnête, enfin, dire les choses. Si on le met en avant, si on est discret et qu'on n'en parle pas, c'est OK, mais si on en parle, il faut donner les bons éléments. Et là-dessus, je te rejoins, ça n'a pas été clean, donc on sait qu'en fait, il va y avoir des abus. Et peut-être, est-ce que les abus sont français? J'en sais rien. Est-ce que je connais pas les autres pays? Je ne sais pas. Après, tu sais, moi, pendant le Covid, nous, on a bossé comme des fous. On était indispensables à ce moment-là. Je pense, en tout cas, très important à ce moment-là. Et du coup, nos clients avaient besoin de nous. Nos entrepreneurs, ils avaient besoin de nous. Et les confinements, je les ai pas vus passer. Je bossais du réveil au coucher, donc c'était très facile. Et du coup, c'était très efficace. Par contre, les entrepreneurs, on en a ramassé beaucoup à la cuillère, soyons clairs, à ce moment-là. Ils étaient vraiment pas bien. Humainement, ils étaient vraiment pas bien. Par contre, j'ai eu très, 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 très peu, voire quasiment pas d'entrepreneurs qui ne sont pas relevés pour aller se rebattre. Moi, j'ai eu des choses incroyables où des gens ont repensé leur business, ont repensé leur manière de faire pour aller faire du chiffre et pas attendre les aides. Donc, il y a aussi ça. Moi, j'ai vécu beaucoup de ça. Et malheureusement, il y a eu l'autre côté. On est d'accord. J'ai eu la chance chez mes clients d'avoir beaucoup de gens qui se sont relevés et qui ont allé faire des trucs où peut-être qu'ils n'ont même pas gagné plus qu'en attendant, chez eux en faisant rien. Mais bien évidemment, ils ont gagné derrière parce que tu sais qu'en repensant son business, en allant chercher des nouveaux marchés, quand le marché principal revient, en fait, tu as deux marchés. Donc, sur le long terme, ils y ont gagné. Mais n'empêche que sur le court terme, ils ont souffert. Nous, on a été là pour leur dire lâche rien, comment on peut repenser ton business, comment on peut refaire pour regagner de l'argent dès demain et pas attendre quelque chose qui était quand même très hypothétique à ce moment-là. On va refaire du business tout de suite. Et ces entrepreneurs qui se sont relevés pour aller se battre, moi, j'ai adoré. Et autant je déteste l'idée de tous ceux qui ont profité du système, autant j'adore cela, quoi. Et je suis 100% d'accord avec toi. Et moi, je prends l'exemple au niveau du salariat, avec toutes les aides qu'on a. Et on peut se dire, il y a trop d'aides en France. Et c'est vrai, il y a trop d'aides pour les gens qui abusent. Mais je prends toujours l'exemple de celui qui a travaillé à la chaîne pendant 40 ans. Et sa boîte, elle a fermé parce que c'est délocalisé. Ouais. Alors oui, on pourrait lui dire, il peut faire autre chose. Mais pendant 40 ans, il a été à la chaîne. Alors peut-être qu'intellectuellement, du coup, il s'est pas éveillé, mais en tout cas, on lui a pas donné la possibilité de s'éveiller aussi. Je suis tellement fier de payer des cotisations pour que lui soit pas à la rue. Tout à fait. Alors qu'effectivement, il y a des abus à côté. Donc, c'est toujours c'est très difficile. Et puis politiquement, pour faire des lois là-dessus et faire en sorte que ce soit juste pour tous, moi, j'ai pas de solution. C'est pas mon métier. Mais je me rends bien compte en prenant quelques critères que c'est pas facile. C'est pas si évident que ça. Par contre, j'aimerais beaucoup que des personnes dans ce métier trouvent ces solutions qui, moi, me paraissent complexes. Et on va en parler un peu plus tard d'ailleurs de comment on fait les lois. Parce que déjà, les lois simples, on n'arrive pas à les faire. Alors, autant dire que les lois complexes, ça peut être un autre sujet. On n'a pas complètement répondu à la retraite, au sujet de la retraite. Vas-y, alors. Comment toi, du coup, tu présentes ça à tes clients, tu as raison. Facteur inconnu? En mathématiques, si on se rappelle, toi, t'as fait commerce, t'as pas fait scientifique. Ouais, mais c'est chaud, quoi. Je sais compter quand même, voilà. Ça va, je suis pas trop mauvais. J'ai dû refaire. Moi, j'ai fait mon école de co, mais après, j'ai refait un master en école supérieure de compta et une passerelle, de gestion. C'est ça, on a fait une passerelle et ensuite, j'ai fait mon DEC. Donc, c'est vrai que du coup, je me retrouve avec un ribambelle de diplômes. Utile, pas utile, c'est une autre question. En fait, sur cette partie-là, ma position, elle est simple. J'en sais rien. Que si on aura une retraite un jour, c'est pas mon métier. Mon métier d'expert comptable, c'est pas de savoir si l'État sera capable de payer de la retraite dans 20 ans. Parce que j'ai pas les éléments pour le savoir. Donc, mon point, c'est de dire à mes clients entrepreneurs, moi, je ne sais pas, c'est quoi votre position et on va travailler sur votre conviction personnelle. Ma conviction personnelle à moi, là, elle ne rentre pas en ligne de compte, si tu veux. C'est une conviction personnelle de l'être humain. Tu vois ce que je veux dire, du particulier. Le professionnel, lui, il n'a pas à avoir une conviction personnelle. Lui, il va avoir des certitudes professionnelles. C'est pas pareil. Et des certitudes professionnelles, aujourd'hui, sur la retraite, je ne peux pas dire qu'à 100%, je sois sûr de mon coup. Ma conviction personnelle, c'est quand même qu'on l'aura. D'accord. Et, ok.
On l'aura, mais comment on fait du coup pour financer les retraites quand il y a 1,1 actif en 2050 pour payer un actif, 1,5 actif, 1,1 actif pardon, pour payer un retraité? Alors, encore une fois, C'est complexe. professionnellement, j'ai pas les éléments pour donner la solution au problème. Il y a des solutions qui pourraient exister et qui ne feraient pas plaisir, mais je ne vois pas le schéma dire le système n'existera plus. Alors, je vais rajouter un point là-dessus, et je ne sais pas si tu seras d'accord ou pas, mais avec la révolution IA qu'on est en train de vivre, quel est le mec qui serait capable de nous dire si dans 10 ans ou dans 20 ans, comment l'ensemble va tourner? Honnêtement, avec tout ce qui va changer dans nos vies avec ça, je pense que la retraite, ça ne sera pas le sujet le plus compliqué qu'on aura à gérer dans les 10 ou 20 prochaines années. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui, à mes yeux, vont évoluer, et du coup, il va falloir qu'on repense énormément de choses. Et ça va être compliqué aussi. Ça va être peut-être avant l'essoufflement total des caisses de retraite. J'en suis à peu près persuadé que ça sera avant. Donc en fait, tu personnalises, c'est intéressant ce que tu dis, tu personnalises par rapport à la conviction de ton client en fait. Ouais. Vu que j'ai pas la solution moi, s'il me demande mon avis, je vais donner un avis non éclairé que je précise. Et derrière, je lui dis voilà, ta conviction c'est quoi? Tu sais, la majorité des gens, ils ont une conviction assez forte là-dessus. Soit il y a des gens qui vont dire j'ai besoin de cette sécurité retraite et qu'on me la verse ou qu'on me la verse pas. Moi, j'ai besoin de cette sécurité parce que ça me rassure. C'est quand même la majorité des gens en France aujourd'hui, soyons tout à fait clairs. Soit il y a des gens qui vont me dire je ne veux pas compter sur la retraite. En fait, c'est une volonté claire, ferme. Je ne veux pas compter dessus, donc il faut qu'on crée quelque chose autour. Et c'est là où je dis quelque chose qui est très important, c'est que on a trop de gens qui viennent me raconter une volonté ferme comme ça et qui ne mettent rien en place. On est d'accord. Ça, c'est sûr. Et alors là, moi, je m'occupe pas des auto-entrepreneurs. Parce que j'estime qu'ils en ont pas besoin et qu'ils peuvent faire le job sans moi. Donc, je m'en occupe pas. Et puis, tu peux pas adresser tout le monde. Je n'ai pas 10 000 salariés. Donc, mais aujourd'hui, tu as des gens qui sont en auto-entreprise depuis le début de leur carrière, depuis 20 ans, qui n'ont pas investi 1 euro. Alors qu'ils te disent chaque année, oui, il faut que je le fasse, mais qu'ils ne le font pas. J'ai les mêmes en indep, j'ai les mêmes en indep qui veulent dire toujours, je veux payer le moins cher, je veux payer le moins cher, je veux payer le moins cher, mais qui n'investissent pas 1 euro pour leur retraite de demain, alors qu'ils n'y croient pas à la retraite. Moi, mon point que je leur dis là, et là je suis ferme, si tu viens chez moi, si on bosse ensemble, on va le faire. Tu n'auras pas le choix. Je ne te laisse plus le choix. Parce que je n'ai aucune envie qu'arrivé à 50, 60 ans, tu me regardes et que tu me dises Mickaël, je ne peux plus continuer à bosser et je suis épuisé et j'ai rien. Enfin, c'est pas possible, quoi. On a ça avec les anciens, tu sais, on en connaît tous qui ont fait beaucoup de black. Ouais. Oui. Et du coup, qui sont étonnés. C'est un autre système parce que là, ils le savaient très bien, mais je dois continuer à travailler, j'ai une retraite de merde. Mais t'as fait du black toute ta vie. Tout à fait. Alors c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe aujourd'hui. C'est pour ça que je peux en parler librement. La facturation électronique va aussi largement limiter ça. C'est plus complexe de faire ce genre de choses. Comme je vais les appeler les anciens, pouvaient le faire. Mais effectivement, si on met pas en place des actions, faut pas s'étonner de pas aller. Parce que déjà que quand on met en place des actions, il peut avoir des aléas. Tout à fait. Donc si vous les mettez pas, ça devient très 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 difficile. Et surtout, chaque année, ces gens-là disent il faut que je le fasse, mais ils ne le font pas. C'est pour ça que au fur et à mesure, j'ai créé des sociétés différentes. Au début, je faisais de l'accompagnement. Et il y a de la perdition de l'accompagnement. Parce qu'il y en a un qui a envie de faire de l'immobilier, mais en fait, c'est compliqué. Pas le temps, pas ceci. Donc, j'ai augmenté l'accompagnement plus premium, du Done With You. Je me suis rendu compte que même ça, des fois, le prenant par la main, tu as pu voir un peu comment on accompagnait les personnes. Même là, ça marche pas. Donc, je me dis, bon, on va arrêter le Done With You, on va faire du Done For You. Comme ça, la personne, ça lui prend, aujourd'hui, notre promesse, ça te prend une demi-heure de visio. Est-ce que tu peux faire une demi-heure de visio? Après, juste, te retire pas ton cerveau, mais tu n'as plus rien à faire. Tu n'as pas à gérer, même pendant 20 ans, tu n'auras pas à parler à un locataire. Parce qu'il faut essayer de retirer tous les freins des personnes, parce qu'aujourd'hui, se créer sa retraite privée, pour moi, c'est pas juste le bonus. C'est un socle obligatoire.
Je pense que ceux Comme ça, qui en ont les on moyens, maîtrise, voilà. ils ont raison de le faire et je les encourage à le faire. C'est le principe de l'holding. Ceux qui en ont les moyens. Après, il y a une réalité, c'est quand même beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, ils ont déjà du mal à se payer. Alors, je suis d'accord, si tu as la possibilité de le faire, il faut le faire. C'est indispensable. Malgré tout, ça reste pas la majorité de mes clients qui ont cette possibilité. Et ça m'attriste parce que j'ai discuté avec un expert comptable à qui je fais du jiu-jitsu brésilien, et qui me dit un peu la même chose. Parce que je l'ai contacté, on faisait une vidéo pour savoir s'il avait des clients qui étaient, qui pouvaient, entre guillemets, se mentir, me diriger vers le cabinet de gestion de fortune. Bien sûr. Je lui ai donné mes conditions. Il m'a dit j'ai très peu de clients qui sont dedans. Et ça m'attriste parce qu'en fait, parce que l'entrepreneuriat, c'est compliqué en France. C'est vraiment compliqué. Je comprends toujours pas pourquoi ton URSSAF, c'est 2 ans, c'est pas du temps, limite du temps réel, et t'as un rattrapage. C'est-à-dire que si t'es pas éduqué financièrement, ben, tu zappes. Tu vois. Bon, la TVA mensuelle, tu zappes un peu moins normalement, mais l'URSSAF, c'est un vrai. L'URSSAF, c'est de mieux en mieux. Tu peux actualiser, ça s'améliore de plus tu peux en plus. pointer pour actualiser. Ça s'améliore, mais c'est quand même très Alors, bizarre. si on compare d'il y a 10 ans, on est quand même largement meilleur. On est mieux, ouais. J'étais pas là il y a 10 ans. Ouais, sur franchement, il y a des vraies évolutions qui sont positives. On n'est pas encore au schéma parfait, c'est vrai, je suis d'accord sur le fond, mais ça va dans le bon sens. Déjà, si on a fait des améliorations, on a pris conscience, donc ça, c'est top. Donc, bravo à ceux qui ont mis ça en place. Mais effectivement, si tu es entrepreneur, et c'est un vrai problème de certains entrepreneurs qui, en fait, sont moins bien lotis que s'ils étaient salariés, ben là, la vérité, il faut se poser la question. Pour quelle raison rester entrepreneur? En fait, être entrepreneur pour qu'à la fin du mois, il reste 0, mais que vous ayez qu'à travailler 16 heures par jour. Donc, en fait, vous n'avez pas de liberté d'esprit, puisqu'en fait, vous bossez. Si vous êtes comme ça, limite, le week-end, bah, vous êtes contrarié, comme avec le salariat. Bien sûr. Du coup, peut-être se poser la question de... Tu parlais juste avant de ceux qui se sont réinventés. Oui. Il faut se poser les bonnes questions. Si vous êtes entrepreneur, mais que vous ne préparez pas la première année, la deuxième année, à un moment, le paquebot patrimonial pour vous protéger, vous et votre famille, en fait, ce qui va arriver, c'est que vous risquez d'avoir un problème de santé et ça sera une cata. Parce que j'écoutais un médecin sur la longévité. Ouais. C'est en fait, on récolte à 70 ans ce qu'on a semé de 50 à 70 ans. Donc, c'est normal qu'à 50 ans, vous arriviez à faire 14 heures par jour, à pas dormir, à être stressé, limite de l'ulcère. Le week-end, vous n'êtes même pas concentré avec vos enfants, votre femme ou votre mari. Et vous vous dites, ça va, je suis pas un malade. En fait, vous êtes en train de créer la maladie qui va tomber du jour au lendemain à 60 ans, 70 ans. C'est raison. Donc, c'est un vrai truc qui m'attriste parce que les entrepreneurs en France qui bossent comme des malades et qui n'arrivent pas à payer leur URSSAF. J'avais un restaurateur comme ça qui avait fermé, il avait encore l'URSSAF. Et c'est normal s'il a une dette. Mais il avait encore l'URSSAF 2 ans plus tard qui lui réclamait de l'argent parce qu'en fait, il n'était pas éduqué financièrement, je pense, à gérer la structuration. Il ne s'est pas payé pendant 2 ans. Ouais, je comprends. Donc, on a l'ARE, c'est magnifique ce qu'on a en France. Mais du coup, le fait que quand tu quittes ta société, tu as 2 ans où, entre guillemets, tu es payé par l'ARE, bah lui, ça fait que pendant 2 ans, il a créé une boîte pas saine. Parce que du coup, se payant par l'ARE, il ne se prenait pas de salaire. Il payait juste son cuisinier. C'était un vrai problème parce que c'était pas ça, en fait. Tu me posais une question tout à l'heure. À quoi ça sert d'avoir un expert comptable avec qui t'échange? Là, on rentre tout à fait dans le schéma qui a du sens, dans le sens où un des premiers trucs que je vais leur dire dans ces cas-là, c'est quand même considère-toi comme un salarié que tu payes. Si tu fais le boulot de 2, considère que tu payes 2 salariés à leur tarif. Dès la première année où tu as ces problématiques-là. Et on fait ton prévis comme ça. On ne fait pas qu'un prévis pour la banque, pour faire plaisir à la banque. On fait un prévis réel et un prévis pour la banque. Ce ne sont pas du tout les mêmes. Et comme ça, tu mets des bons tarifs. Parce que souvent, le problème de tout ça, c'est que tu ne mets pas les bons tarifs ou que tu ne mets pas le bon nombre de clients que tu dois atteindre. C'est ça. En fait, tu as les deux. Tu as les deux problèmes. Du coup, tu as le mur qui arrive 24 mois plus tard, au lieu d'avoir réagi. Et tu as l'URSSAF qui rattrape tous les charges qui te rattrapent. Moi, mes clients, je les vois quand même régulièrement, tous les trimestres, tous les semestres, sur la partie business vraiment pure, tous les semestres. Si tu fais de la pédagogie au fur et à mesure du temps et si tu les vois et que on prend le temps de discuter sur un vrai temps, pas 5 minutes, on prend 1 heure, 2 heures pour discuter, à un moment, si tu fais cette pédagogie, les mecs, ça leur arrive plus. Moi, ça m'est arrivé au démarrage et donc on a corrigé ça très vite chez tout le monde.
Mais depuis, la pédagogie, elle est en place. Hein. Et les mecs, ça leur arrive plus derrière. Mais encore faut-il, on revient au sujet tout à l'heure, qu'il ait conscience qu'il ait besoin d'un accompagnement de ce niveau-là. C'est ça. Il y en a quand même beaucoup. Mais c'est comme, je ne sais plus avec qui j'en discutais, qui vont pas gérer leur argent, mais qui vont faire 25 km de plus pour payer 1 centime de moins les sauces. Ouais, ça n'a pas de sens. On est d'accord. On ne conscientise pas la chose. Alors, on va descendre encore un sujet, la SCI. Tu penses que la SCI à l'IS, c'est trop vendu, c'est un super véhicule. Bon, tu vas me dire, ça dépend des clients. Hein, je commence à connaître la réponse. La réalité, c'est qu'effectivement, tu ne pourras, et tu le sais très bien, tu ne pourras jamais dire faites tous de la SCI à l'IS, parce qu'en fait, c'est pas forcément adapté à tout le monde et que dans certains cas, on peut avoir des autres véhicules qui sont plus intéressants. Moi, je l'utilise quand même beaucoup. Soyons tout à fait clairs. C'est pas l'outil pour tout le monde, mais c'est quand même un outil aujourd'hui que j'utilise dans plus de 50% des cas. Donc, pour moi, ça reste un outil qui aujourd'hui a du sens en France et couplé, si on fait plusieurs investissements et si on a un repeat investisseur, couplé avec une holding au-dessus, on a quand même sur un schéma qui est sympa. Surtout qu'ensuite, c'est ce que je tends à voir avec les gens que j'accompagne. Quand vous commencez à faire plusieurs projets d'un CI, vous commencez à avoir de l'argent qui rentre par vous-même. J'en ai quand même pas mal qui créent une société à côté commerciale. Et du coup, vous avez la structure... Tout à fait. Mais là, tu es dans le cas de repeat. Là, on est des repeat investisseurs. Oui. Alors qu'il y a beaucoup, moi, chez moi, dans mon cabinet, sur un point de vue immobilier, j'ai quand même beaucoup de gens qui ont 1, 2 biens et qui n'en auront sans doute jamais d'autres. Et donc là, la logique, elle n'est pas la même. La réflexion n'est pas la même. Est-ce que tu vas faire une SCI à l'IS si tu achètes un bien pour le revendre dans 10 ans ? Non, la réponse, elle est évidente. Mais si tu es un repeat et que tu as envie de faire un patrimoine immobilier que tu veux transmettre à tes enfants et que tu es sur cette philosophie-là, la SCI à l'IS, c'est ton véhicule. C'est vraiment le véhicule que tu dois utiliser. Mais même si tu fais une revente à 10 ans, au final, tu n'auras pas amorti tant que ça au niveau du bien immobilier, donc ta valeur nette comptable. Ouais, mais pour sortir l'argent de la SCI, si tu veux le ressortir... Ah oui, oui, d'accord. Si tu es en mode... Ah oui, c'est ça. Pas pour investir, quoi. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui font un investissement immobilier de manière ponctuelle et qui, derrière, vont le réinvestir dans l'or, dans autre chose, dans ce qu'ils veulent, c'est égal. Il faut le laisser en société, quoi. Tu peux réinvestir, mais... À partir du moment où tu sors l'argent d'une structure fermée, donc fermée à l'IS, on va simplifier en disant ça, c'est très cher. Ouais, c'est très cher de tout sortir pour aller réinvestir, quoi, surtout ça. Tout à fait. Tu perds 50% du montant allant d'aller réinvestir. Globalement, c'est l'idée, quoi. Entre l'IS et la flat tax. La flat. Je ne sais plus employer les mots. Hier, là, on parle bien de flat tax, on est d'accord. Ouais, d'accord. Est-ce que tu pourrais me donner, du coup, tu as dit que c'était dans 50% des cas une bonne idée. Ouais. Tu pourrais me donner 3 raisons pour lesquelles, pour toi, c'est une bonne idée de se dire, tiens, les voyants sont verts pour faire une SCI. Pour aller vers une SCI à l'IS. Détention à très long terme. L'objectif, c'est vraiment de détenir le bien sur du très long terme et pas sur du court ou du moyen. Je pense que c'est important. L'envie de constituer un patrimoine plus important que le premier invest. D'accord ? Donc, de continuer à réinvestir derrière. Donc, souvent, la SCI à l'IS sert à ce genre de logique. Donc, en fait, je dirais que quand tu es convaincu de vouloir constituer un patrimoine immobilier fort, je pense que c'est l'outil qu'il faut. Et que tu veux le faire sur du long terme. L'immobilier, je vous rappelle, à la base, si vous faites de l'immobilier pas en tant que professionnel, normalement, vous avez une logique de constitution de long terme. Sinon, en tout cas, ça doit pas à 1 an, 2 ans. C'est-à-dire que 1 an, 2 ans, on serait sur des contraintes de marchand de biens et attention, quoi. Je pense que dans les gens qui nous écoutent, effectivement, on est plutôt sur des gens qui auraient cette logique-là. Oui, mais comme il y a de plus en plus sur Internet de personnes qui disent 1, 2, 3 projets de marchands en personne physique, ça passe. À leur limite, ils vont le dire au SCI. Ouais. Soyons sérieux, faites attention à ça. D'accord ? L'IA est là, on en a parlé. Ouais. Donc, ça devient là où avant, c'était de l'échantillonnage. C'était toi et ta chance. De plus en plus, ça va plus devenir toi et ta chance, quoi. Si tu commences à faire t'es mieux placé que moi, mais bon, faut pas être... ça paraît assez logique qu'à un moment, il connecte un petit peu d'IA à tout ça, si c'est pas déjà fait, et que la régularité tous les 6 mois d'une résidence principale,
t'auras beau sortir beaucoup d'histoires, ça va être compliqué, quoi. Aujourd'hui, de toute façon, la majorité des contrôles qu'on a, URSSAF, fiscaux ou autres, sont des incohérences déterminées. Alors, IA informatique, on utilise le mot, moi je vais dire IA, mais déterminées par de l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA va dire il y a des incohérences entre les chiffres, va voir ce qui se passe. Et du coup, les contrôleurs vont venir. De plus en plus souvent, soyons tout à fait clairs, dès qu'il y a une incohérence, ils viennent. Vous le savez, hein, si vous êtes sur la chaîne, et les nouveaux, d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez donner de la force. Hein, ça fait vraiment plaisir aux algorithmes et du coup, ça amène plus de visibilité. Mais attention au discours, je vois beaucoup de discours sur Internet là-dessus. Faites attention, c'est pas des baguettes de pain que vous achetez, d'accord? Donc voilà, le redressement sur un problème, si c'est une erreur avérée, c'est quand même un petit peu majoré, quoi. Donc attention. C'est terrible. Moi, j'ai eu un cas une fois, quelqu'un qui est venu vers moi avec une situation de ce type-là, le redressement en centaines de milliers d'euros, il pique. Hein. Et surtout, vous pourrez, comment dire, on parle pas, tu fais une résidence principale, tu revois au bout de 2 ans, une fois dans ta life, ou une fois tous les 10 ans. Bien évidemment que tu peux dire qu'il y a un fait de vie. Mais les personnes qui sont en face de toi, c'est des êtres humains. Ils ont un cerveau, d'accord? Tu les aimes ou pas, ils font un boulot qu'il faut faire. Et en plus, il y en a plein qui le font de façon très pertinente. De plus en plus sympathique, de plus en plus accessible, de plus en plus dans l'échange. Après, s'il faut redresser, il faut redresser. C'est une autre question. Mais n'empêche qu'on a des gens qui sont très humains en face. À un moment, si vous avez fait les clowns, c'est aussi normal. C'est-à-dire que c'est logique. En fait, vous savez le soir quand vous vous couchez si vous êtes sur vos 2 oreilles ou pas. Tout à fait. Vous êtes sur vos 2 oreilles, c'est OK. Vous n'êtes pas sur vos 2 oreilles, à minima, provisionnez le risque que vous prenez. Exactement. Mais n'écoutez pas, faites attention à ce que vous écoutez, d'accord? C'est vraiment important. Honnêtement, sur Internet, il y en a qui me reviennent sur du marchand de biens ou dans des on va être honnête, dans des webinaires. Ils disent non, mais ça passe, 2-3 opérations en personne physique et tout. Je dis, va chez eux si tu veux. Mais viens pas chez moi. J'ai été biberonné. Enfin, encore une fois, je le répète, mais j'ai un frangin avocat. Voilà, c'est pas utile d'aller prendre des risques comme ça. C'est ça, c'est pas utile. Il n'y a pas d'utilité. Y a pas... On fait des bonnes opérations, on optimise la fiscalité, on la truande pas. Et si tu fais de bonnes opérations, ben, ça va marcher. Ouais, puis tu fais du marchand. Ce qui est marchand, fait du marchand, sois fier de ça. Bien sûr. Il y a des avantages aussi, il y a les frais de notaire réduits, il peut y avoir plein d'avantages. Mais on va passer au LMNP. Ouais. J'ai noté zone grise. Bon, je sais pas si c'est le bon mot, mais je crois que c'est à ce moment-là qu'on va ouvrir un peu on va faire un mix LMNP et loi de finances, ou gag de la loi de finances, je sais pas si c'est ce qu'on doit dire. Est-ce que le LMNP, du coup, pour toi, ils l'ont déjà fait exploser? Est-ce que du coup, c'est mort, le LMNP? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Alors, on tourne la vidéo, qu'on soit bien d'accord, parce que les vidéos peuvent rester pendant des années. On est en 2026, d'accord? On vient d'avoir la validation de la loi de finances, du gag de la loi de finances 2026. Donc, on n'est pas en 2027, 2028 et on prédit pas l'avenir. C'est clair. Donc voilà, comme ça. Mais c'est quoi ton point de vue là-dessus? On va déjà parler de ce qui s'est passé l'année dernière. Je pense que c'est quand même principalement ce qui s'est passé l'année dernière qui a eu un impact ici. Je vais te donner un exemple pour tout de suite nous mettre dans l'ambiance. Comme on le sait, la loi a évolué, mais de manière aussi rétroactive. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, j'ai rentré des clients il y a 5 ans sur du LMNP avec une explication de la loi de ce qu'elle était à ce moment-là. Et là, j'en ai eu un il y a 1 mois ou 2 qui m'a appelé et qui me dit je vais vendre pour des raisons personnelles qui sont tout à fait entendables. Ok. Donc, voilà la note, hein. Voilà la facture, en gros, de la plus-value et de ce que tu vas devoir payer. Ah. Mais c'est pas ce que... j'avais fait des mails, des communications à nos clients, etc. Il me dit, ouais, c'est quand même très différent de ce qu'on avait dit au démarrage. Hein. Effectivement, tu m'as prévenu au milieu. Mais là, c'est terrible. Pour moi, en tant que professionnel, je lui ai vendu un truc. Non, je lui ai pas vendu un truc. Je lui ai expliqué comment ça marchait à l'époque. Je lui ai expliqué comment la loi a changé. Et il me dit, mais est-ce qu'au milieu, il n'y avait pas un moyen de faire quelque chose différemment? Je lui dis, je suis désolé, mais la loi, quand elle est promulguée, on ne peut plus rien faire. Et c'est quand même dur, en fait, parce qu'on parle de dizaines de milliers d'euros pour ces gens-là. Et pour eux, c'est des montants.
énorme. Et pour nous aussi. Pour tout le monde, On est bien d'accord. c'est de l'argent durement gagné. Et c'est vrai que, tu vois, ça, c'est un cas concret qui m'a fait mal au cœur parce que je me suis vraiment posé derrière, je me suis vraiment assis, tu vois, je me suis dit, comment j'aurais pu faire? Parce que toi, tu as envie d'aider ton client. Comment j'aurais pu faire? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, tu vois? Et quand on arrive à te poser la question de est-ce que tu as fait quelque chose de mal parce que la loi évolue, franchement, c'est pas simple en tant que professionnel. Yes, et on en avait discuté de ce sujet-là. Une fois, je me rappelle, tu m'as dit un truc que je retiens et où je suis d'accord. Tu m'as dit, Damien, il y avait une anomalie. Le collège d'expert comptable, ça ne nous choque pas. Tout à fait Ça, d'accord. dont acte. Tout à fait d'accord. Moi, j'avais 2 potes qui travaillaient, qui étaient contrôleurs des impôts, qui m'avaient dit, te pose pas trop de questions, tu connais la chanson. Non. À la limite, faut pas trop se poser de questions, c'est vrai. Il m'avait dit, il y a quelques années, ça peut pas être, une loi comme ça qui passe ne sera jamais, ça sera jamais rétroactif. Et moi, ce que je reproche là-dedans, c'est pas le changement d'une anomalie. On savait tous que c'est une anomalie. C'est une anomalie comptable. 100% d'accord. Donc, je suis d'accord. Et fiscal. Ouais, excuse-moi, plus fiscal que comptable. Mais la rétroactivité, ça, moi, ça passe pas. Parce que j'ai le même problème que toi. Tu vois, j'ai le même problème en fait, comment on fait aujourd'hui, si on change de façon rétroactive, comment nous, qui essayons d'apporter des choses aux gens pour leur créer cette retraite privée, et cette consolidation patrimoniale, même un CGP, enfin, dans tous les domaines, comment tu peux jouer avec ça? C'est nous qu'allons... Et là, on parle pas des plus riches. Un LMNP français moyen, et avoir un LMNP, c'est pas choquant aujourd'hui. Et c'est constituer sa retraite, c'est aider aussi pour tout ce qu'on disait tout à l'heure. T'as un seul LMNP, potentiellement, t'y as mis un petit peu tout ce que t'avais. Et en fait, on te raconte une histoire où finalement, une grande partie de ce que tu as thésaurisé pour ta retraite va potentiellement repartir. C'est compliqué. Et tu vois, t'es pas en train de discuter avec le mec qui a plein de pognon et qui pourrait dire, bah ouais, je suis taxé un peu plus, c'est le jeu. Là, des fois, c'est humainement, c'est difficile. Donc, après, j'ai envie de te dire, effectivement, ça a totalement corrigé une anomalie qui était, à mes yeux, totalement illogique. Et on le savait depuis 15 ans, depuis 20 ans, chaque année, on nous disait, est-ce qu'ils vont corriger l'anomalie ou pas? On était sur une niche de niche. À un moment, ils en ont coupé, quoi. Enfin, c'est OK. Bon, ce qui n'empêche pas que quand ça arrive, ça reste embêtant. Quand on t'arrête un Pinel, ça reste décevant. Et t'attends ce qu'on va te mettre en face parce que le jeu, c'est aussi de nous donner des petites choses pour que les gens puissent continuer à avoir envie d'investir. Mais bon, là, ils ont coupé cet avantage-là. Mais ça n'empêche pas que, sur ta question initiale, le LMNP, pour moi, reste intéressant. Par contre, avant, il était intéressant dans beaucoup de cas. Là, il est intéressant dans certains cas. Donc, il faut être plus clair, toujours et encore, plus clair sur sa stratégie et sur ce qu'on veut faire sur le long terme. Tout à l'heure, tu disais ça aussi, sur les SCI, sur les LMNP, etc. L'important quand on investit, c'est d'être clair sur le long terme de où on veut aller. Si tu ne sais pas où tu veux aller, en vrai, tu prends des mauvaises décisions. Si tu changes d'avis au milieu, en vrai, l'optimisation fiscale saute. Moi, j'aime bien dire ça à mes clients, c'est que tu me racontes une histoire, on fixe un plan ensemble et on optimise sur le plan qu'on a fixé ensemble. Si tu me changes le plan tous les 4 matins, bah, l'optimisation n'a plus de sens. Parce qu'on a fixé sur une logique. Alors oui, mon cher Michael, mais moi par exemple, les premiers LMNP que j'ai achetés quand j'étais en banque, j'avais un arbitrage à 10 ans. Non mais... Tu vois, et du coup, le plan... Alors là, je parlais du nouveau LMNP. Ouais. Je parle sur ceux qui vont rentrer demain dans le LMNP avec nos règles du jeu actuelles. Donc, ceux que j'ai eu depuis 12 mois, là, de manière commerciale, où je dois aller les conseiller pour leur dire est-ce que tu vas les faire ou pas. Là, mon conseil aujourd'hui, c'est devenu celui-ci. Comment j'ai évolué? Enfin, en fait, c'est ça que je suis en train de dire. Sur ce qu'on a dit avant, je suis 100% d'accord avec toi. C'est terriblement difficile. Ils pourraient revenir là-dessus, tu vois, sur la rétroactivité? Non, ils ne reviendront pas. En gros, ça veut dire quoi, juste qu'on soit d'accord? C'est la réintégration des amortissements. Ce qui fait que si on réamortit 100 000 euros d'amortissement, vous avez une plus-value qui est calculée sur 100 000 euros supplémentaires. Tout à fait. Donc voilà, c'est ça qu'on entend dire. Alors attention, par rapport à ce que tu viens de dire là, il y a encore l'abattement pour durée de détention, si tu veux bien en parler. Il continue d'être là. Donc effectivement, ma stratégie ou le conseil que je donne, c'est aujourd'hui, quand tu rentres dans un LMNP, tu y rentres pas pour 10-15 ans.
Hein, c'est un peu, t'as une zone au milieu là où si tu revends au bout de 10-15 ans, t'es pas bien. Hein, parce que t'as eu quand même déjà pas mal d'amortissements. La majorité du bien s'amortit quasiment sur les 15 premières années. Et donc, t'as pas envie de le revendre entre 10 et 15. Parce que là, tu as le maximum d'amortissement et tu as le minimum d'abattement. Donc, j'explique. Je vais donner un exemple parce que pour moi, c'est toujours plus facile de réfléchir sur un exemple. On a acheté un bien à 100 000. On va considérer qu'on va... Je prends plein de raccourcis, m'en voulez pas s'il y a des experts comptables ou des gens qui sont techniciens. Je parle pour le tout un chacun, donc je simplifie énormément de choses et donc c'est pas forcément juste ce que je vais dire, c'est juste assez proche de la réalité pour que tout le monde puisse comprendre. J'achète un bien à 100 000, je le mets en LMNP. Quand je le mets en LMNP, je vais avoir le droit d'amortir. Donc, chaque année, de passer en charge une partie de la valeur du bien. Je simplifie en disant que chaque année, je vais dire 5 000 € de la valeur du bien va passer en charge. Beaucoup plus complexe que ça dans la réalité, mais en simplifiant, c'est facile à comprendre. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, j'aurai 50 000 € d'amortissement, 50 000 € de charges qui ont été passées, 5 000 € chaque année, sur ce bien. Ce qui fait qu'effectivement, dans ce que tu as dit tout à l'heure, si je revends à ce moment-là le bien à 120 000 €, ma plus-value ne sera pas de 120 000 moins 100 000, elle sera de 120 000 moins 50 000. Ce qui fait 70 000 € de plus-value au lieu de 20 000 € de plus-value. Ce qui est une différence énorme. Alors, il y a un deuxième... Tu revends au bout de combien de temps? Là, je disais au bout de 10 ans. J'aurais quand même un petit peu d'abattement sur les prélèvements sociaux. Voilà, c'est ça, j'y viens justement. Ouais. Et comme tu l'as dit là, effectivement, notre intérêt, il est encore là. C'est que on reste sur du LMNP, donc du non-professionnel, ce qui fait qu'on n'est pas sur la plus-value des professionnels, mais sur la plus-value des particuliers. La plus-value des particuliers, quand vous avez un bien immobilier aujourd'hui en perso, vous pouvez, en le revendant, avoir droit à des abattements sur l'IR et sur les prélèvements sociaux, suivant la durée de détention que vous avez eu du bien. Au bout de 22 ans, on a 100% d'abattement sur l'IR, et au bout de 30 ans, on a 100% d'abattement sur les prélèvements sociaux. Et ces abattements vont être chaque année un peu plus élevés. Alors, je ne sais plus quelle année ça commence, pour être tout à fait honnête. Ça commence après la 5e année. Après la 5e année, c'est gentil. Donc, on va commencer à avoir des abattements qui sont des petits pourcentages au début et qui vont être des plus grands pourcentages à la fin. Genre, au bout de 22 ans, je crois, les prélèvements sociaux, c'est environ 50% d'abattement. Mmh. Et sur les 7-8 dernières années, on a 50% d'abattement supplémentaire. Donc là, forcément, on voit que ça commence à avoir des taux très élevés chaque année d'abattement supplémentaire. Donc nous, ce qu'on veut voir, c'est qu'au bout de 10 ans, on va avoir peut-être 10-15% d'abattement sur les deux. Je ne dis pas que c'est peanuts, mais 70 000 €, t'enlèves 10-15%, il va te rester 60 000. Bah, tu vas payer ta plus-value à plus de 30% sur 60 000 €. C'est quand même piquant. Alors que donc la stratégie que j'essaye de mettre en place avec les clients qui veulent faire du LMNP demain, c'est de dire, généralement sur les 15-20 premières années, sauf si on travaille avec Damien et qu'on a des pourcentages de rentabilité incroyables, mais ça c'est une autre question. Mais c'est vrai qu'en immobilier aujourd'hui, des 5% c'est cool, hein, dans le commun des mortels, j'aime bien dire ça comme ça. Tu n'auras pas d'imposition sur ton LMNP avant la 20e année. Derrière, moi je leur dis, entre la 20e et la 25e, tu arbitres. Hein, entre tes considérations personnelles, tes considérations de plus-value. Est-ce que tu as beaucoup de montants d'ailleurs, ton bien, tu l'as acheté 300 000, est-ce qu'il en vaut 500 ou est-ce qu'il en vaut 330? C'est pas la même question. Voilà, mais entre la 20e et la 25e, on se pose la question d'à quel moment on va revendre. Si tu peux tenir un peu plus, tant mieux. C'est-à-dire que tu auras optimisé un maximum les amortissements, utilisé un maximum les amortissements, utilisé un maximum les abattements, et là tu revends et tu recommences. Là tu peux recommencer. Hein, tu as un cycle tous les 25 ans, je vais dire ça à peu près dans la logique. Après, effectivement, si tu bosses avec Damien et Nadia, tu vas avoir des super pourcentages, et on va payer un peu plus d'impôts au milieu, mais la logique reste la même. Mais tu payes de l'impôt parce que tu gagnes de l'argent. Oui, c'est pour ça que nous, on encapsule plus selon le besoin de la personne en SCLIS, pour le coup. On va faire un premier projet quand c'est des petits projets en LMNP. Tout à fait. Voire 2 projets maximum. Pour les rassurer. Voilà, pour assurer, pour la simplicité. La simplicité fait le passage à l'action. C'est vrai. Donc, petite question. Si j'ai des travaux, si j'ai, par exemple, 100 000 € d'acquisition et 100 000 € de travaux, des travaux qui vont dans les postes, c'est des rénovations totales et tout ça. Oui, je comprends. Est-ce que, comme j'ai amorti, tu sais comment ça se passe au niveau de l'amortissement, du coup? Est-ce que c'est là aussi, il y a une réintégration de l'amortissement que j'ai fait sur les travaux? Toi, tu achètes un bien.
Si tu as des rénovations de structure, en fait, il faut penser comme la plus-value des particuliers. Donc, si tu as des rénovations de structurelles, là, tu me parles de structurelles, Ouais, d'accord. pas un coup de peinture, quoi. On va dire que ça On refait soit. le toit, quoi. Ouais, ou il y a des trucs, des postes de plomberie. Enfin, il y a certains postes qui sont C'est éligibles. vraiment On va dire les non, postes c'est vraiment éligibles. éligible à l'IR sur quand C'est tu ça, es voilà, revenu tout à fait, foncier, ouais. etc. Normalement, c'est censé venir augmenter ta base de calcul. Donc après, tu me prends les amortissements sur l'ensemble. D'accord. Oui, parce que c'est logique. Ça serait la logique. Ouais. D'accord. Donc c'est le même handicap entre guillemets de réintégration. Oui. Bah, tu es sur la plus-value particulier, donc tu es censé penser comme la plus-value des particuliers. Du coup, tu peux te retrouver dans certains cas. Bah, après, il y a peut-être pas forcément beaucoup de clients qui ont vendu chez toi. Le client, au bout de 5 ans, potentiellement, 5-10 ans, il pourrait se retrouver à devoir plus d'argent à la banque que le prix qui lui revient dans sa poche, quoi. Il aurait quand même payé les travaux, donc c'est pas foncièrement vrai. Si les travaux, il les fait pas financer. Bah, il les a payés, qu'il les ait fait financer ou pas financer, j'ai envie de dire, c'est un investissement. Si tu as acheté un bien à 100 000 et que tu as fait 200 000 euros de travaux, je donne un exemple, hein, tu as un bien à la fin qui vaut 300 000, si tes travaux de 200 000 sont structurels, donc tu as financé 300 000 d'une manière ou d'une autre. Donc après, tu vas payer ta plus-value, si tu vends à 350, tu vas payer ta plus-value sur la différence entre 350 et 300. Moins les amortissements, amortissements. Et tu paieras jamais plus. Tu paieras jamais. Ok. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Excellent. Et du coup, on va faire un petit focus sur la loi de finances 2026 sans la dépatouiller puisqu'on vient elle vient de réellement sortir. Donc ça. Je te disais tout à l'heure, j'ai eu le mail de l'ordre des experts comptables qui nous fait toujours un super récap. Je l'ai eu hier. J'ai pas encore eu le temps de le regarder. Voilà. Puis l'objet, c'est pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est comprendre les principes et tenir des leçons des principes. Et on voit que je vais paraphraser Warren Buffett, mais d'une manière globale, lui il parle des investisseurs. Moi, je vais dire le patrimoine il va du côté entre le patrimoine les patrimoines des impatients et transféré vers le patrimoine des patients. Je vais reprendre lui, il dit les investisseurs impatients et les investisseurs patients en bourse. D'accord. Voilà le patrimoine. Et en fait, on voit la loi de finances. C'est exactement pour moi ça, le principe, c'est qu'en fait, c'est beaucoup de bruit, beaucoup d'énergie si on suit tout, beaucoup de vidéos YouTube avec beaucoup de vues. J'ai pas joué le jeu cette année, j'ai pas fait ça pour. J'ai pas été. Non, malheureusement, sur la fin de l'année, j'avais d'autres petits soucis. C'est pour ça que je l'ai pas fait, si je reprends dans ma tête, effectivement. Mais en fait, souvent, c'est beaucoup de vent, beaucoup de navettes parlementaires. Et à la fin, on arrive en France à faire du bruit pour rien. J'ai l'impression que c'est un cirque qui se répète. C'est quoi ton point de vue sur tout ça? C'est devenu chez nous presque un rituel de rassurer et de réconforter beaucoup de nos clients pendant ces navettes. Parce qu'en fait, on a toujours beaucoup d'appels sur les périodes de la 4e trimestre de l'année, on va dire ça comme ça. Beaucoup d'appels de gens qui disent « Vous avez vu, c'est passé. Oh, » Vous affolez pas, quoi. Vous affolez pas, c'est passé. Aujourd'hui, ça veut rien dire. Donc, les gens ont beaucoup de peur, et aussi peut-être parce qu'ils sont plus justes, ou peut-être aussi parce que ces impacts, ils se sont rendus compte aussi sur les dernières années que ça peut avoir des impacts très très forts aussi sur eux. Donc, ils ont beaucoup de peur, et en fait, je crois que ça ne les aide pas. Peut-être qu'à un moment, la transparence, c'est pas toujours le plus simple à gérer pour tout le monde, surtout quand c'est pas très bien expliqué. Hein, le problème, il est souvent là, c'est que là, je parle des médias nationaux, je vais appeler ça comme ça. À un moment, vous faites peur aux gens, quoi. À un moment, c'est compliqué et les gens, ils comprennent pas. Et soit vous expliquez clairement les choses, soit il faut rien dire, quoi. Mais tu sais ce qui fait vendre, Michael? Ah, je sais bien. C'est la peur. J'ai fait des tests sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des tests. J'en parlais avec un de mes profs de JJB, Nico. Si je mets le succès de Michael, le succès du cabinet de Michael, les gens, ils vont passer à côté. Maintenant, si l'échec d'un expert comptable en Alsace, les gens, ils vont kiffer. Même si à l'intérieur, on dit, je suis d'accord. Il a eu un échec avec son pain au chocolat qui était pas très pas très chaud. Le truc, et en fait, on y va. Ils vont l'ouvrir. On a vu, donc les médias, ils sont là. Malheureusement, c'est l'inconvénient. C'est super, toutes ces BFM, CNews et tout. À la base, c'est pas mal. Ça occupe les retraités. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils fassent 24 heures d'antenne. Et du coup, là, ils ont 5 heures d'antenne à faire sur un sujet
Ou de toute façon, ils savent très bien que c'est... invités, ils vont tourner les mêmes nouvelles en disant peut-être que, peut-être... Et le problème, moi, ce que je leur reproche, c'est justement, ils disent pas peut-être que. Ils disent c'est fait. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, les gens, ils se disent que c'est fait. Et ils sont de bonne foi, les gens. En fait, on leur dit que c'est fait, ils disent que c'est OK. Et pour nous, c'est un temps énorme de pédagogie derrière pour expliquer oui, non, mais en fait, ce que ces grands médias t'ont dit, en fait, c'est faux. Et donc, attends, patiente, détends-toi, ça va bien se passer. Et après, quand on a le résultat à la fin réel de ce qui s'est passé, effectivement, on se rend compte que beaucoup de bruit pour rien, comme d'habitude. Il y a deux choses là-dessus. La première, c'est, de toute façon, si on parle d'une loi structurante sur l'immobilier, c'est pas un produit liquide comme une action en bourse. Donc, de toute façon, j'ai envie de vous dire que il y a ici, je crois qu'il y a une, sur le LMNP qui est en 2025, il y a peut-être une fenêtre de 2 mois. Si vous aviez misé sur quelque chose, vous auriez pu arbitrer et encore, ça aurait été très compliqué de le faire. Tu aurais misé sur le fait que la loi allait passer. Or, à ce moment-là, qui c'est qui était sûr que la loi allait passer? Parce que tous les jours, ça changeait. Tous les jours, elle passe pas. Elle passe pas. Donc, tu aurais jeté une pièce en disant... Et en plus, ils avaient fait rétroactif au 1er janvier de l'année. Donc, je suis même pas sûr que la période était OK. Je suis même pas sûr. Et en plus de ça serait misé sur le fait que vous n'avez pas un problème sur la vente. Un document qui n'est pas donné par la mairie. Mais je crois qu'ils s'étaient même prémunis de ça. Je crois, ouais. De mémoire, ils avaient fait ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est structurant dans une stratégie long terme. Et du coup, en fait, que vous le sachiez en octobre ou en janvier ou en février, ça va rien changer à votre vie, sauf de vous stresser. Bien sûr. Et alors, je comprends que c'est des sujets qui stressent. Là, j'aide un autre de mes profs, je parle beaucoup de ça parce que je les apprécie beaucoup, un autre de mes profs de jiu-jitsu sur l'achat de sa résidence principale. Ouais. Et il dit merci Damien. Je dis c'est un plaisir. Jusqu'à 23h30 hier sur de la négociation parce que moi, c'est mon quotidien. Bien sûr. Et du coup, à 23h30, je lui dis tu peux plus rien faire là. Donc, va dormir. Mais il n'endort pas. Et je peux comprendre. Tu vois. Et à un moment, on en discutait, il me parlait de négociation, comment je négocie. Donc, je lui ai dit comment négocier. Et je lui ai donné une chose à un moment. Je lui ai dit mais c'est le produit de ta vie, c'est-à-dire que tu le veux vraiment comme résidence principale. Il dit oui. Je dis alors on va pas faire la négociation comme je t'ai dit. Parce que moi je t'ai donné une négociation d'investisseur. Tout à fait. Et toi tu le veux vraiment. Tu t'en fous. Tu perds, t'en as un autre. Tandis que toi tu le veux vraiment. Donc c'est deux choses différentes. Donc on a fait un peu différemment la stratégie. Et voilà, on est sur de long terme. Donc regardez les choses qui ont un impact direct pour vous. C'est les médias. Coupez les médias. Les plus grosses infos des médias vous arriveront. Je regarde quasiment pas les médias, et sauf quand j'ai une vidéo YouTube à faire et que je veux parler d'actualité. Mais ça m'arrive, ça arrive à mes oreilles. Vous allez boire un café, vous allez à la boulangerie, ça arrivera à vos oreilles. Ce qu'a dit Bardella, le LFI ou le dernier truc là, le 49.3 ou je sais pas quoi, ça arrivera à vos oreilles. Et laissez ça. C'est aussi une question d'équipe. Moi, je considère que c'est pas à moi. Ouais. Alors, c'est pas à moi en tant que personne physique de détricoter la loi de finances. C'est à mon expert comptable, à mon juriste, à mon fiscaliste, et sûrement pas à moi. Après, j'ai une casquette hybride aujourd'hui, du coup, je vais un peu plus loin que ça, mais... Je pense que tes clients, ils attendent aussi un peu de toi quand même, que tu saches. Oui, mais par rapport à ma casquette... Tout à fait d'accord. Mais l'entrepreneur, l'investisseur, lui, il doit attendre ça de son expert comptable, de son avocat et de son notaire. Tout à fait d'accord. Donc, c'est important parce que l'année prochaine, ça sera sûrement la même chose. Et là, pour vous dire juste le sujet, le sujet principal dont il parlait, pour le coup, celui-là, il aurait mis en cessation de paiement peut-être la moitié des investisseurs. Donc, pour vous dire la grossièreté que c'était, on est rassuré qu'il ne passe pas et d'un autre côté, il ne pouvait pas passer, sachant que... Pour ça, il y a beaucoup d'incohérences. Il y a beaucoup de choses. En fait, il ne faut pas oublier que les textes de loi qui sont discutés, c'est soit des projets de loi, soit des propositions de loi. Soit ça vient d'un député, soit ça vient du ministre. Tous ces textes n'ont pas forcément un sens incroyable. Des fois, c'est juste de la politique, pour faire de la politique. Donc, des fois, on s'affole aussi en se disant que peut-être ça pourrait machin, mais en fait, c'est juste de la politique parce qu'ils voulaient aborder un débat et que ça leur permet d'aborder un débat. Et c'est là où je suis un peu déçu que ce soit pas toujours expliqué de la manière la plus cohérente possible pour l'ensemble de la population. Yes. Et là-dessus, parce que moi j'aime bien être assez transparent et assez clair. Je trouve que le ministre
du logement actuel. Mhm. Alors, je suis, entre guillemets, apolitique aujourd'hui. J'aimerais bien être politique, Mhm. mais honnêtement, je suis juste apolitique parce que je suis écœuré par le discours assez bas niveau dès le Mhm. moment où on rentre dans des partis. Mais le ministre des Logements, il essaie vraiment de se bouger. Et on peut vraiment lui reconnaître ça parce je sais pas si ça fait longtemps qu'il a été mis au poste, mais j'ai pas l'impression. Et je trouve qu'il essaye de se bouger dans un des postes les plus difficiles aujourd'hui, quoi. Tout à fait. Et s'il nous écoute, hein, je suis en contact avec lui, c'est pour ça que j'essaie de retrouver pour le faire venir sur la chaîne. Mais bon, c'est assez... là, il avait pas mal de travail et c'est passé avec ses équipes. Donc, il faut que je vois ses équipes qui doivent me recontacter. Mais je trouve que il se bouge. Ok. Ça va dans le bon sens. Là, il y a une loi anti-squat qui est en train de sortir plus avantageuse. Il est à l'écoute. Ah, c'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet. Mais il est assez à l'écoute. Après, il faut bouger. Ouais, c'est pas. Il a beau être ministre. C'est aussi beau. C'est aussi pour ça qu'on a une belle constitution. C'est que Bien un sûr. ministre tout seul peut pas. C'est pas une personne seule voilà. qui va pouvoir trouver des solutions, c'est un ensemble de personnes qui va pouvoir prendre les décisions qu'il faut pour faire avancer le tout. Aujourd'hui, c'est ça qui est difficile, c'est que l'ensemble de personnes n'est pas forcément d'accord les unes avec les autres. Donc c'est ça qui C'est rend compliqué, mais d'un autre l'ensemble côté, compliqué. si jamais on pourrait dire, ouais, mais du coup, s'il est bien, Damien, autant qu'il ait tous les pouvoirs. Alors oui, il est bien. Et puis C'est pas pour ça qu'il faut lui donner tous les pouvoirs. déjà ça, et puis dans 2 ans, on a un autre qui est complètement différent. Tout à fait. Et puis du coup, il change tout. Tout à fait d'accord. Donc c'est. Non, on- après, j'ai envie de te dire, s'il y a des lois qui ont du sens, normalement, la majorité devrait y trouver du sens et la logique qui va avec. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que ces gens, ils cherchent la logique de ces propositions, projets de loi et qui cherchent le plus intéressant pour l'ensemble de la France et des citoyens. Si tout le monde se mettait d'accord là-dessus, je pense qu'effectivement, on pourrait continuer à mettre beaucoup plus de lois qui se mettent en pratique derrière. Et pas juste la logique électorale, c'est ça que tu veux dire? C'est toi qui le dis. C'est moi qui le dis. Et en tout cas, c'est quelque chose qui pèse. Et parce que moi aussi, on me pose beaucoup de questions sur ce sujet de loi de finances. Et moi, ce qui me fatigue, c'est que ça fatigue les gens. C'est ça. Et pendant qu'ils font ça, ils font pas autre chose. Et ils font pas du business. C'est ça. Et moi, tout ce que j'ai envie, c'est qu'ils aillent faire du business. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord. Donc, généralement, quand les gens m'appellent pour ça, je leur donne les réponses à leurs questions et je leur dis maintenant, tu oublies ça. C'est moi qui viendrai vers toi, mais par contre, tu vas continuer et refaire du business, aller chercher de l'argent là où tu as un impact réel. C'est pas sur combien tu vas payer de taxes si la loi change, c'est combien je vais faire de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année. Et de bénéfices. Exactement. Le bénéfice étant encore plus important que 100%. le chiffre d'affaires. Je vais faire une petite partie sur cash flow vs patrimoine. Oui. Parce qu'on parle beaucoup, on est sur YouTube, donc on parle beaucoup de cash flow positif. Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses, toi, on va pas se mentir, du mythe du cash flow par rapport à la réelle constitution d'un patrimoine robuste? Comme d'habitude, je vais faire ma réponse de Normand. Ça veut dire, ça va dépendre des cas. Mais de toute façon, effectivement, le cash flow est quand même important aujourd'hui par rapport à l'effort financier qui doit être fait à côté. Si tu as que des biens, un cash flow négatif, que tu dois remettre à chaque fois du cash, qu'à un moment, tu vas être limité en nombre de biens que tu peux faire. Le cash flow positif, pour moi, il va entraîner surtout une conséquence qui, pour moi, est l'important pour la constitution de ce patrimoine, c'est la confiance des banques. En fait, pour constituer un patrimoine qui grandit et qui a du sens sur le long terme, à moins que tu aies déjà la famille qui puisse t'aider, la banque reste un acteur indispensable, on peut dire ça comme ça. Et donc la confiance qu'aura cette banque dans tes actions et dans ce que tu es en train de faire, elle est quand même indispensable pour avancer. Moi, je dirais que le cash flow positif, ça fait partie de l'ensemble d'une histoire qu'on raconte avec la banque pour qu'on ait cette confiance et qu'on puisse avancer avec elle. Donc pour moi, c'est un élément important, mais tu n'as pas besoin de gagner 10 000 euros par mois. Ce n'est pas la question. Tu as besoin d'avoir quelque chose qui soit cohérent et fort. Tu vois ce que je veux dire ? Je préfère un cash flow positif un peu plus faible, mais par contre, une histoire qui est très cohérente et qui fait que la banque, elle te dise je sais que là-dessus, même si le cash flow il est juste positif et pas incroyable, on n'a pas de risque. Donc, je suis OK de te reprêter à côté. Et on constitue un patrimoine encore plus grand comme ça.
Et du coup, toi, par exemple, les clients que tu vois qui sont à 5% avec 5% de renta, tu n'as pas de cash flow. Enfin, le cash flow est manipulable. Clairement pas de cash flow. Sauf après, le cash flow, c'est différent de la rentabilité. Il suffit de mettre un gros apport, on a du cash flow. Mais on va dire avec un apport mesuré, des frais de notaire, voire du avec un cas classique. Voilà. Comme on disait tout à l'heure, on est sur un cas classique. Oui. Ils font un effort d'épargne. C'est pour ça que tu dis qu'ils s'arrêtent à 1 ou 2, quoi. Eh oui. D'accord. Tout à fait. Parce que pour moi, le cash flow peut cacher l'appréciation du bien. C'est-à-dire que je vois trop de personnes qui se focalisent sur le cash flow. Ouais. Et tu n'as peut-être pas ça dans tes clients d'un autre côté. Mais qui, du coup, vont aller dans des stratégies atypiques à la mode et au détriment d'une appréciation du bien et du coup d'une plus-value potentielle parce que vous allez gagner de l'argent sur un montant qui, au final, ne vous appartient pas grâce à l'effet de levier bancaire. Tout à fait. Justement, je dis, il faut être clair sur où vous voulez aller. Soit vous voulez aller chercher de la renta, du cash flow qui doit être notamment avoir du sens entre les deux, soit vous allez chercher de la valorisation. Et en fait, si tu veux chercher un peu tout à la fois, c'est le meilleur moyen de ne trouver rien du tout. Et du coup, je peux dire à certaines personnes, tu as peut-être un bien qui fait 5% chaque année, mais tu sais que le bien, il va faire x2 parce que l'endroit est OK en valorisation. Donc, tu vas aller chercher de la valorisation. Mais pareil, ça rassure la banque. C'est plutôt OK. Donc, par contre, à moins qu'on soit des grands spécialistes du domaine, et c'est pas mon cas du tout, mais c'est le tien, donc on peut peut-être trouver les deux. Hein. Tu peux trouver du 8-10% avec un x2 de valo sur 15 ans, peut-être. Mais il n'y en a pas beaucoup, des biens comme ça, soyons tout à fait honnêtes. Donc, souvent, il faut choisir un petit peu son cheval de bataille. Et je pense que les gens, des fois, ils cherchent la pépite qui est parfaite, et c'est pas toujours si évident que ça. Donc, si déjà tu arrives à être bon sur l'un ou sur l'autre, c'est déjà intéressant. Excellent. C'est une vue intéressante. C'est quoi la journée type d'un expert comptable ? La mienne ou celle d'un expert comptable ? Parce que oui, tu es expert comptable, mais après, j'ai une manière de faire de l'expertise comptable qui est un peu à moi. On fait beaucoup de business, on fait beaucoup de stratégie, on fait beaucoup de choses. La journée typique d'un expert comptable plus classique, ça dépend de ses équipes. Donc, je pars du principe qu'il a des équipes, mais globalement, c'est beaucoup de revues de prise de hauteur sur les comptes, c'est beaucoup de revues de prise de hauteur sur des problématiques et des complexités techniques. Et a priori aussi beaucoup de temps passé avec leurs clients. Enfin, c'est ce que moi je souhaite en tout cas pour l'ensemble des experts comptables, c'est qu'on arrive à passer du temps avec nos clients en direct et à les conseiller et à les accompagner sur leurs problématiques du quotidien. Moi, dans mon quotidien à moi, c'est beaucoup d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, c'est beaucoup de temps passé avec mes clients, non seulement sur la partie chiffrée, mais également beaucoup sur la partie stratégie de leur vision business. Ouais, t'es déjà en train... tu révolutionnes du coup un peu le métier en te disant que peut-être la partie production pure sera plus déjà plus la valeur ajoutée et sera de moins en moins la valeur ajoutée de... 100% de notre objectif depuis des années et on est de mieux en mieux, on est de plus en plus fort à rendre ça moins important dans ce qu'on fait, même si aujourd'hui on a toujours une grande force, à mon avis, dans la production du bilan lui-même et dans les choix stratégiques des bilans. Là où on a un apport ouf, par contre, dans la saisie elle-même et dans... on va dire, la base de la comptabilité qu'on fait historiquement, ça doit nous prendre de moins en moins de temps. Et nous, je sais que chaque année, on gagne beaucoup de temps sur cet aspect-là. Moi, j'ai réussi cette année, tiens, pour la petite histoire, c'est marrant. J'ai réussi cette année et j'étais fier à envoyer des mails à, je dirais, 5% de ma clientèle aujourd'hui. J'aimerais que ce soit mieux, mais c'est déjà un départ. On a envoyé un mail en disant « je diminue vos tarifs ». Je diminue vos tarifs parce que on a mis des actions en place qui nous ont permis de gagner du temps et donc de vous proposer un meilleur tarif d'une année sur l'autre à périmètre équivalent pour vous. Et ça, honnêtement, ouais, j'étais fier. J'étais fier d'y être arrivé. Du coup, là, tu viens de t'ouvrir un vrai souci pour les 95% de tes clients qui vont voir la vidéo. Merci à vous, bienvenue sur la chaîne. Après, il y a une réalité, c'est que... Non, c'est logique, tu expliques sûrement la... C'est ça, après, je leur ai expliqué pourquoi. Mais on arrive aujourd'hui à des choses où on peut arriver à économiser du temps
et à retrouver des logiques. Après, malheureusement, il y a aussi des logiques où des fois, ça, c'est pas dans ce cadre-là, mais dans d'autres cadres, tu es obligé de diminuer le tarif parce qu'en fait, la société va mal. Mais là, je le prends pas, c'est pas un exemple parce que c'est malheureux pour tout le monde. L'objectif, c'est qu'on grandisse, c'est pas qu'on souffre. Comment tu gères la pression réglementaire, on en a parlé un peu, et la pression du fiscal, c'est-à-dire que tes sociétés, que tes clients, il y a un truc qu'ils veulent pas, c'est le fameux contrôle fiscal. Ah. Je parle plutôt de ce côté-là. Comment tu gères ça avec tes clients quand ça tombe, quand ils reçoivent une petite lettre leur indiquant gentiment que ça va arriver? Bien sûr, je vais donner 2 exemples. Premier exemple, c'est arrivé fin d'année, 4e trimestre, je ne sais plus quelle date exactement, c'est pas important. Donc contrôle fiscal, etc. Et contrôle fiscal qu'on ne voulait pas. Hein, soyons clairs, le client avait fait des choix en conscience, où il avait pris des risques fiscaux. Contrôle fiscal, on est conscient que ça va être compliqué. Et donc là, la posture que j'ai eue, c'est que j'ai été là, présent. Qui m'appelait le matin au réveil, qui m'appelait le soir avant de se coucher, qui m'appelait au moment où il pouvait lui, parce qu'il a une enfant aussi et il doit s'en occuper et c'est très bien. Pour rassurer, pour expliquer, et pas pour vendre du vent, pas pour leur dire ouais, on va raconter un truc et ça va passer, c'est pas vrai. Comment on fait, voilà ce qu'on risque, voilà ce qui va se passer. C'est de la pédagogie et de la présence. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu sais, Michael, je suis content d'avoir quelqu'un qui soit là. C'est pas une question de solution, c'est pas une question de problème, c'est une question de... Je suis pas tout seul, quoi. Et je pense que ça, c'était important à ce cadre-là. Je prends un deuxième exemple qui, pour moi, ce cas est quand même très particulier, c'est le client qui fait ses choix. Et c'est comme ça. Mais je prends un deuxième cas qui est quand même le cas plus classique chez moi. Avis de contrôle... soit fin de semaine dernière, soit début de semaine, je ne sais plus quel jour c'était, c'est pareil. Une belle boîte, une centaine de salariés, etc. Avis de contrôle, le client m'envoie ça, je passe un petit coup de fil. On identifie la raison potentielle qui peuvent expliquer le contrôle. Après, on réfléchit à quelques points où on pourrait être un petit peu embêté et on se dit, écoute... On voit pourquoi ils viennent. On sait que dans ce cadre-là, on est confort parce qu'on sait expliquer ce qu'il y a eu. Sur le reste, on est confiant sur tout. Aujourd'hui, on va l'accueillir, on sera content de l'accueillir. Et la majorité de mes contrôles, on est toujours content de les accueillir. On les fait venir, ça se passe bien, on discute, on échange. Et à la fin, s'il y a des remarques qui sont pertinentes, on les prend. Moi, j'ai même eu des contrôleurs fiscaux. Je leur ai dit, j'aimerais que tu fasses de la pédagogie avec ce client. Et moi, j'ai réussi à faire en sorte que le client soit pas redressé. Je lui dis, OK, tu redresses pas, mais tu lui fais de la pédagogie, tu l'engueules. Et le contrôleur, il m'a dit, ouais, bien sûr, je l'engueule, il n'y a pas de problème. Mais tu vois ce que je veux dire? On a vraiment aujourd'hui des contrôleurs qui sont aussi constructifs. Ils vont pas nous redresser sur des choses qui n'ont pas de sens. En tout cas, ceux que j'ai eu moi, malheureusement, j'ai eu d'autres exemples avec des confrères où c'est pas toujours le cas. D'accord, c'est qu'il va y avoir quand même un peu de redressement. Parce que s'ils viennent quand même, c'est qu'ils ont une... Pas toujours. Non, non, j'ai beaucoup de contrôles à zéro. Parce qu'en fait, ils viennent sur des incohérences, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Mais il y a des incohérences où toi, tu es obligé de la mettre comme ça, mais que tu peux expliquer. Je pensais que le premier niveau, c'était explication sur pièce. Et ils viennent si les pièces, c'est explication sur pièce. Ça dépend, parce que des fois, ils le font sur pièce et des fois, ils le font... Là, j'en ai eu un URSAF, c'est sur pièce, on a l'explication, on va leur donner l'explication, ça va durer quelques jours. Et sinon, des fois, ils viennent parce qu'ils ont identifié quelque chose et que... Moi, j'ai beaucoup de boîtes en croissance. J'ai de la chance. Je travaille beaucoup sur le business de mes clients et du coup, j'ai la chance d'avoir des clients qui font beaucoup de croissance. Donc, quand ils identifient quelque chose et qu'en plus le business est en croissance, ils viennent. Et moi, j'en profite en fait pour avoir la pastille verte. Ouais. Petite question là-dessus pour finir sur cette partie-là. Est-ce que c'est vrai qu'on reçoit plus de lettres de contrôle entre Noël et le jour de l'an? Non. Que le reste de l'année? Non. Mythe? Ah, mythe total. J'aurais dû le mettre dans le vrai ou faux, celle-là. Michael, on a fait un super tour, là. On a vu pas mal de sujets. Merci à toi, en tout cas, pour ta transparence. Ce que tu dis, j'ai répondu comme un Normand. Non, je trouve que tu t'es positionné. Après, tu t'es positionné. C'est toujours plus simple pour moi que pour l'invité parce que
tu parles au nom aussi de ta profession, de Tout tes à fait. confrères, etc. Donc, Tout à fait. bien évidemment que certaines réponses... Prendre du recul sur voilà, certains aspects. tu es obligé de prendre du recul et c'est tout à fait normal. On arrive à la fin du coup de cet épisode et il est tradition sur la chaîne de donner le mot de la fin à mon invité. Donc merci beaucoup Mickaël et je te laisse avec les auditeurs. Super, merci beaucoup Damien. Merci en tout cas pour ce moment. J'ai passé un excellent moment, c'était super sympathique. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on échange, de toute façon, on passe des très bons moments tous les deux. Moi, ce que je dirais en mot de la fin, c'est que tu as parlé de Nadia tout à l'heure et je vais me mettre en avant tous les deux. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire un suivi inverse, c'est-à-dire que de vous recommander, vous, tous les deux, sur nos clients. Et tu sais à quel point, quand toi, tu recommandes un client à quelqu'un d'autre, tu as besoin que ça se passe bien et les retours que j'ai eus sont vraiment formidables et sur votre travail à tous les deux. Et du coup, moi, j'en suis fier de pouvoir dire qu'on est aussi partenaire de Damien et de Nadia et d'envoyer nos clients vous voir. Et ça, c'est rare parce que je suis très, très, très exigeant en tant qu'expert comptable avec les gens avec qui on travaille. Et je suis ravi d'avoir pu mettre ça en place ensemble. Merci à toi en tout cas. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.